le club de hockey canadien est fier de sélectionner à l'encan 2025 des joueurs amateurs, James Higgins! Oui, je suis rendu là dans mon cœur de partisan. On est au mois de novembre. Faut qu'on tank. Faut qu'on finisse dernier. Faut qu'on repêche premier. No way que là, on va essayer de vivoter puis essayer de survivre. Puis là, qu'on repêche 6e, 7e. Là, j'ai passé bien du temps à regarder les performances des joueurs au repêchage. Là. Il y a quand même une grosse différence entre repêcher dans le top 3, top 4. À part l'année qu'on a drafté Kotkaniemi, que ça a été un total fail. Là. Ou l'année qu'il fallait repêcher un défenseur, puis on n'a pas repêché un défenseur. Puis l'année qu'il fallait repêcher des forwards, puis on a repêché un défenseur. On aime ça, nous autres, faire l'inverse des patentes. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'on est le 5, je regarde sur mon ordi, le 5 novembre, t'es déjà là. Oui. T'es le plus grand fan du Canadien. Oui. T'es déjà rendu là? Ah oui, puis je pense... Mais t'étais pas là il y a 5 semaines. Ça n'a pas été long, là. Ben 100%. Puis c'est correct, là. Mais tu sais, je le vois, là, à un moment donné, tu regardes les performances de l'équipe, tu regardes l'espèce de reconstruction qui se passe. Puis, OK, oui, c'est le fun. On a Cole Caulfield qui va peut-être scorer 50 goals cette année ou 40 goals cette année. C'est excitant, mais à part ça, tu sais, autant que je suis un peu... là, je vais peut-être tempérer mes propos sur Slavkovski, parce que là, il y a tout le monde qui pense que je veux le brûler. Là. Je veux pas le brûler. Mais tu sais, mes attentes envers lui, tu sais, comme il baisse de plus en plus. Mais encore une fois, Slav, l'année qu'on l'a repêché, tu regardes tous les gars qui ont été repêchés de son encan, ça a été un drôle de draft. Au moins, c'est le gars qui a le plus de points. Puis tous les autres gars, ils font pas super bien. Là, Logan Coley, OK, c'est pas pire. Mais sinon, ce repêchage-là, c'est sûr que c'est les gars de 5e... Il y a trop de points. Je t'arrête parce qu'il y a trop de points. OK, premièrement... Parle-moi de ton chandail jaune, non, Sherwood. attends, t'es là-dessus. Ou on revient sur James Higgins plus tard. On va revenir plus tard. On revient plus tard. OK, parfait. Parle-moi de ton chandail jaune. La semaine passée, j'ai oublié de te demander pourquoi tu portais un chandail des Cataractes de Shawinigan. Je suis tanné parce que... Avant la saison 1, tu m'as dit, Max, essaye d'avoir du swag à chaque semaine. Habille-toi pas pareil, mais pas la même casquette, mais pas la même truc. Essaye de changer de vêtements. Là, je suis tanné d'aller m'acheter des vêtements que je mets une fois, puis je mets sur le support. Je reporte jamais. Fait que maintenant, je vais dans les friperies. Je trouve des vêtements que je mets ici et que je redonne après. Ça me coûte 10$. Je le mets une fois, je le trouve cool, j'achèterai pas des vêtements à lettres, mais je le redonne à la friperie après. Fait que comme je m'étais loué des chandails 10$, il y a des gens cheap qui vont me dire « Ouais, mais achète-toi des vêtements, mets-les, puis va les rééchanger neufs. » Je trouve ça cheap un peu de porter ça. Fait que j'aime mieux encourager le recyclage, le renouveau, etc. Fait que voilà mon move pour l'environnement. Mais là, 2 affaires sur tes cotons wattés. Je me répète encore. Costco, hier, il y avait des méchants beaux cotons wattés John Deere. Puis le Costco, les cotons wattés, là, sont pas chers. Ils sont comme 20$. C'est quoi le problème? Quand j'achète des t-shirts au Costco, n'importe où je suis, on se reconnaît, genre, tu l'as acheté au Costco, hein? Tout le monde les porte. Fait que j'essaie de, tu sais, Sherwood, il n'y a pas personne qui va porter. Mais tu sais ce qui est fou de Sherwood, que j'ai appris cette année, que ça fait déjà 1 an, ils ont closé Connor Bedard. Il commandite Connor Bedard. Ouais, Connor Bedard joue avec du Sherwood? Ouais, et petite affaire là, pour les gars super précis, Connor Bedard, son flex, j'ai oublié c'est quoi son flex, mais Connor veut un 0.5. Fait qu'il est vraiment, c'est comme un des gars les plus capricieux. D'habitude, c'est au 5, genre 80, 85, 80. Tu sais, ça va au 5. Lui, c'est même pas juste à l'unité, c'est au 0.5. Ouais, il est 0.5. Je l'ai laissé son bâton en magasin à la Source du Sport à Verdun Sport Campus. What's up, mon boy JP Riappel. J'ai essayé le bâton de Connor Bedard. Il est vraiment beau, mais tabarouette que c'est pas fait pour moi. Il est stiff. Comme Connor Bedard joue avec un bâton complètement différent de tous les autres, mais un autre gars qui joue avec du Sherwood, c'est Slav. Ton préféré? UI. Mon pref. Uri Slavkovski. Puis, tu sais, tu parles de flex, là. Ouais. Il aimera pas ça que je compte ça, mais salutations à mon boy Georges. Oh. Il a fait une journée 40 à Brossard, puis c'était des épreuves, genre concours d'habileté, plein d'auditeurs de la station. Puis, il y avait juste, je pense, le bâton de son gars dans son char. Fait que Georges, il a fait les slapshots, puis il était pas de slapshotter avec le flex, parce que les gars sont tellement habitués d'avoir des flex rigides que là, il pognait un bâton avec peu de flex. Fait qu'il était même pas capable de faire un slapshot, mais je sais que tu sais faire un slapshot, Georges. Je t'aime. Deuxième chose. Ouais. On s'est parlé au bout de ce week-end, puis à chaque fois, j'étais obligé de raccrocher. Ouais. Là, j'étais là, Georges, Jean, je t'appelle dans 2 minutes, je t'appelle dans 3 minutes. Je veux dire pourquoi. Je veux m'excuser, Georges, mais en même... si... Mais j'adore que quand tu penses à moi, tu penses à Georges. Ça veut dire que tous les deux, on incarne le calme,
la puissance, la force, la bagarre. Tellement pas pareil avec Georges. Moi, j'en ai pareil. 0-0. Je m'excuse pour avoir accroché souvent. J'ai un principe de base et j'aimerais que tout le monde l'aille, mais je peux pas l'imposer à personne. Quand je suis en public, si je vais à une caisse, au métro, si je vais me chercher un sandwich au Subway, si je vais n'importe où, puis je suis au téléphone, je raccroche, je passe le moment avec la personne qui fait mon sandwich par respect ou la caissière et je reprends le téléphone puis je t'appelle après. C'est arrivé 3 fois, ça veut dire qu'on s'est peut-être trop parlé ce week-end, mais j'envoie le message, arrêtez de parler au téléphone devant des caissières, devant des gens. C'est whack, man. Mais en fait, c'est quoi qui est le plus fou? Parce que quand je travaillais au café les 2 derniers hivers, vas-y, genre. c'est que les gens sont au téléphone, puis là, t'attends pour prendre leur commande, puis ils la donnent pas, mais après ça, ils se fâchent parce qu'ils n'ont pas de service. Ouais. Fait que là, t'es comme, mais là, moi, je t'ai donné ton space parce que tu parles au téléphone. Fait que, ouais, 100%, là, c'est un gros manque de respect envers le staff. Mais tu sais, l'autre affaire avec les téléphones, là, pendant qu'on va être... pendant qu'on est là. Pendant qu'on donne la morale à 2 scènes, là. Et comme les gens qui parlent au téléphone en public avec le speaker, oh mon Dieu, c'est tellement inacceptable. T'es au restaurant, t'es dans un café, les gens ils font leur business call avec sur le téléphone, sur le speaker. Tabarouette que c'est fatigant. Moi, je me demandais pourquoi on fait ça? Pourquoi on... Tu sais, c'est plus le fun, parler proche, personne t'entend, t'as pas de... Je sais pas, tu peux garder ce qui est secret, c'est dans ta petite bulle. Pourquoi tu parles à tout le monde, à quelqu'un, en tout cas? C'est un comportement que je comprends pas. Et ma dernière chose. OK. Dernière, parce que c'est mes parenthèses de début. Ouais. Vas-tu au Centre Bell ce soir? On est mardi, avant le match contre les Flames. Si vous écoutez le podcast jeudi, vous avez déjà le résultat. Mais vas-tu au Centre Bell ce soir? Non, je veux que le Canadien gagne ce soir. Parce que t'es 0-4. Ouais, ça va pas bien cette année, là. Fait que non, je prends une petite pause du Centre Bell. Peut-être que j'ai tout utilisé ma chance en allant à la finale de la Coupe Stanley, encourager les Panthers à domicile pour gagner la Coupe Stanley. Fait que non, le petit break du Centre Bell. T'as les 7-2, 8-2, t'as tous les volets. Je veux dire, c'est même pas des bons matchs. T'as-tu eu du fun cette année au Centre Bell? Pour de vrai, en plus, non. Puis je pense qu'il y a un signe, puis je suis allé voir le service à la clientèle, puis j'ai parlé à des placiers. Cette année, au Centre Bell, le son, les aigus sont tellement forts que moi, je me suis dit que la prochaine fois que je vais au Centre Bell, en 2025, je vais m'amener des bouchons. Arrête. Je te dis. Arrête. 100% certain que prochaine fois que je vais au Centre Bell, je m'amène des bouchons. C'est pas le son, tu sais, t'es un expert de son. Tu sais, comme quand c'est de la bass, c'est correct. Quand c'est des sons gras, c'est pas trop fort, mais les aigus, c'est épouvantable. Puis moi, quand je vais au Centre Bell, je change tout le temps de place. À un moment donné, je me dis peut-être que ma position, que c'est, mais faut qu'ils baissent le son. J'ai même envoyé un courriel. Va en haut d'un 400. C'est sûr qu'ils n'ont pas de... Mais 2 affaires que je veux penser. Vas-y. Parlant du Centre Bell, une chose que j'ai remarqué cette année, puis que je trouve que c'est vraiment bon, au Centre Bell, je trouve que la sécurité... elle s'est vraiment améliorée. Quand je regarde les agents de sécurité entre chaque entrée, je remarque que les agents sont très proactifs. Des fois, il y a des années que les agents, on va dire, ou les placés, ils étaient à côté, les bras croisés, regardaient la game. Là, cette année, tous les agents de sécurité, ils regardent constamment la foule. Parce que moi, je regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis même là, dans les dernières semaines, ça devient un petit peu trop intense à aller voir des... Surtout, on va dire, au football, puis même au baseball, là, il y a un acteur qui est dans la télésérie Suits, qui a dit qu'il est allé voir la Série mondiale, puis il est parti parce qu'il est allé voir, je pense, une game des Yankees à LA, puis il portait une casquette des Yankees, puis il est parti après comme 5 manches parce qu'il dit je me faisais trop écœurer. Tu sais, c'est comme intense. Puis même moi, là, je ne retournerai plus jamais voir un match des Rangers à New York ou des Bruins de Boston. Habillé en Canadien? Parce que c'est trop intense. Tu sais, tu t'en vas aux toilettes. Je pense que c'est une passe de la société. Puis là, on est mardi, on ne sait pas qui est le nouveau président américain non plus, là, mais je pense que c'est une passe de la société où on est très intolérant envers les gens qui ne prennent pas pour la même équipe que nous autres, qui ne pensent pas comme nous autres, qui sont différents de nous autres. Je pense que c'est une passe. Ça va sûrement revenir, là. Mais la sécurité, tu sais, j'en ai parlé avec le CF Montréal. Ils ont ça maintenant. Il y a beaucoup d'agents de sécurité qui ne regardent pas le terrain. Ils regardent de l'autre bord. Et il y en a partout. Puis c'est des exigences de la Ligue pour la MLS. Fait que je pense que c'est une exigence de la LNH pour le Canadien. En tout cas, je fais une règle de 3, 1 plus 1 égale 2. Moi, je serais prêt à dire qu'au niveau du service à la clientèle, tu sais, tout le staff au Centre Bell, que ce soit les vendeurs de concessions, les vendeurs de bière, la sécurité, c'est A+.
sais, comme ce que le Canadien... Tant mieux. Ouais, parce que dans d'autres arénas, là, quand tu vas commander tes hot dogs, là, le staff, là, ça fait dur. Là, comme il te garoche quasiment ton hot dog, puis ton burger, puis ta bière. Tandis que au Centre Bell, dans les concessions, tu te fais accueillir avec le sourire, avec des bonjours, merci, bonne soirée, service impeccable. Puis moi, je trouve qu'au Canadien de Montréal, je trouve que c'est un amphithéâtre que où est-ce que tu vas voir un match de hockey, on se sent en sécurité. Tandis que d'autres arénas que je me dis, tu sais, jamais j'irai là avec des enfants. Ouais. Bref, Bon point. pour revenir aussi au téléphone, Ouais. j'ai vraiment pas aimé la couverture médiatique envers Jason Kelce. T'as vu l'interaction? Oui, ben oui, ceux qui l'ont pas ouais, vu, ouais. là. Jason Kelce qui est allé voir un match de football universitaire. Puis là, il y a un gars qui l'agresse avec son téléphone. Puis là, la nouvelle, ça a été Jason Kelce brise le téléphone d'un fan. Mais moi, quand je regarde le clip, là, la nouvelle, le titre, c'est Jason Kelce agressé par un fan. Ou Jason Kelce se fait harceler par un fan. Parce que moi, où est-ce qu'il y a un problème un peu avec les téléphones de plus en plus, c'est que tu fais des sondages auprès des jeunes. Là. Tout le monde veut devenir une star YouTube. En 1980, 90, 2000, personne rêvait de devenir paparazzi. Là, on est comme tous devenus accro aux likes, accro aux views. C'est même l'autre kid, là, le gars, le streamer, là, Jack Doherty, là, comme la plus grosse merde qu'il n'y a pas sur Internet. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, là, Jack Doherty, c'est un petit Chris de 21 ans que lui, ce qu'il aime faire, c'est faire des pranks puis provoquer du monde. Genre, il marche dans la rue puis il s'amuse à donner des coups d'épaule à des gars plus gros que lui. Puis il challenge, mais en arrière de lui, il y a un bodyguard de 6 pieds 6, 280 livres qui vient casser la gueule du monde. Fait que lui, c'est ça ses affaires. Là. Il s'en va dans un gym puis il va voler la casquette d'une célébrité puis il va être comme, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que lui, il fait tout ça pour... Moi, je veux juste mettre une pause. Ouais. Je suis un fan de pranks, OK? Tant que les pranks sont respectueux, puis tant que les pranks, tu les fais, puis qu'il y a un rire qui vient avec, OK? Comme les Bug Boys avec Occupation Oui, Double. comme ils viennent de faire. Shout-out, un bon retour des Bug Boys. Ah ouais, excellent. Ah ouais. Fait que tout ça pour dire que quand je regarde un peu comme le comportement des gens envers les vedettes, tu sais, comme la semaine passée, je me dis, OK, là, ça s'en vient un petit peu comme trop intense. Là. Le gars aux Yankees qui vole la balle de Boukimet dans son gant. Mookie Betts, ouais, c'est... L'autre séquence avec, j'en ai parlé la semaine passée, le Brad Pitt qui se fait agresser par une fille qui lui donne un bec. Là, je vois Jason Kelce, man. Tu sais, il y a un gars qui te suit pendant 5 minutes de temps puis qui insulte ton frère. C'est ça, j'allais dire, c'est que le partisan, si c'est un partisan, là, ou en tout cas les haters qui se promènent, c'est pas juste à Jason Kelce qui parle. Il se met un moment donné à parler à lui. Puis là, tu sais, il a pas ce qu'il veut. Il a pas une réaction incendiaire. Fait que, hey, je vais m'en prendre à son frère. Hey, ton faggot, Taylor Swift, puis tout. Je veux dire, à un moment donné, tu vas jusque où pour avoir une réaction de quelqu'un, pour pouvoir capter ça, puis après ça, faire la une partout puis faire devenir viral. Les gens sont prêts à n'importe quoi pour devenir viral. Ouais, je sais pas comment on va naviguer avec ça, mais tout ça pour dire que quand les gens mentionnent que au Québec, les joueurs de hockey veulent pas venir jouer à Montréal à cause des médias ou des partisans, c'est comme, non, on est vraiment smooth puis assez respectueux à Montréal parce que quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, tu sais, c'est jamais arrivé là, à Montréal, là, un événement comme voler la balle d'un joueur, là, ça se fait pas. La seule différence, c'est que la NHL, tu sais, on a juste la NHL à Montréal. Fait qu'on est dans les plus intenses des fans de NHL. Ouais. On n'a pas toutes les ligues où les fans sont encore plus intenses. On n'a pas d'NFL, on n'a pas d'NBA, on n'a pas d'MLB, on n'a rien. Fait que, tu sais, oui, on est intense à notre manière en lien avec une équipe de la Ligue nationale de hockey, mais on a juste ça. Fait que, tu sais, on n'est pas si intense que ça. On est smooth, on est doux. Parfait, on a réussi à faire notre intro en 3 minutes. Right? Oui, bien joué. Arnaud, tu vas accélérer ça. OK, aujourd'hui, tu as du nouveau sur Josh Roy? Oui, j'ai pas besoin de répéter l'histoire. Là, quand il a raté sa séance de signature et qu'il ghostait les appels et les textos des organisateurs, j'ai parlé avec des membres de l'organisation parce que je voulais avoir des nouvelles. L'agent nous avait dit que, premièrement, il avait été à la radio, à BPM Sport, il avait dit qu'il n'y avait pas eu de contrat, il n'y avait pas eu de date. T'sais. Il y a eu un contrat, il y a eu une date, il y a eu des affiches sur les réseaux sociaux, mais surtout, l'agent avait dit qu'il travaillait pour faire une nouvelle séance gratuite. Donc, il s'excusait pour Joshua Roy, puis il voulait que Josh ait faire une séance gratuite. Pendant 24 heures, ça a jasé d'une date, d'une séance, et depuis 10 jours, c'est silence radio. Donc, pourquoi je fais ça? Juste pour Olivier, retourne les courriels et les appels. Ça serait une bonne idée que les partisans qui étaient là aient une séance avec Joshua Roy. C'est le nouveau sur ça. OK, mais pour contrebalancer ça, parce que je suis quand même un fan du Canadien, Joshua Roy, l'important, c'est que là, il performe à Laval. Oui, je pense que tout va ensemble, mais tu as raison. Il va très, très bien à Laval, mais c'est ça qui est spécial. C'est que là, en même temps,
Le week-end dernier, tu as une séance de signature avec Arber Xhekaj et Florian Xhekaj. Arber Xhekaj va pas bien à Montréal, mais lui, sa séance, là, l'avion du Canadien n'a pas pu décoller samedi soir. En plus, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Pittsburgh. non, il va devoir canceller. Les gars vont capoter. Puis même les organisateurs ont pensé que ça allait être cancellé. C'était à Mémorable Authentique à Mascouche. Ouais. Puis ils ont été en contact toute la soirée. Le lendemain, quand ils ont eu le vol de départ, l'heure, ils ont dit OK, il atterrit à 12h30, il y a le temps, viens-t'en 1h15, 1h30. Puis finalement, il avait signé, je pense, je te donne des chiffres. Il avait signé pour 120 minutes, il en a donné pour 90. À un moment donné, il avait mal dormi, il n'est pas allé chez lui, etc. Mais il s'est pointé. Fait que juste donner du love à Arber Xhekaj. Puis c'est pas tant du love. Tu fais comme 2000, 5000, 6000, 10 000 piastres. Fait que, tu sais, t'es bien aussi. Tu sais, je veux dire, Arber est allé là 90 minutes, puis il s'en va avec plusieurs milliers de dollars. Fait que, tu sais, je comprends pas encore pourquoi Joshua n'y a pas été. C'est tout. That's it. On n'en avait pas parlé, là, mais pourquoi tu sais que Arber va pas bien à Montréal? Je comprends pas pourquoi il y a autant de critiques sur Arber. Parce que il y a. Premièrement, il n'y a pas une super saison, OK? Mais, je veux dire, c'est pas le meilleur défenseur du Canadien en ce moment. Il fait des niaiseries, il sait pas quand être robuste, il sait pas quand. Il défend pas toujours, fait des niaiseries avec le puck, donne le puck à l'adversaire. Mais c'est surtout parce que le coach le back pas. C'est un des seuls joueurs que Martin Saint-Louis ose envoyer en dessous de l'autobus une fois de temps en temps après les matchs. Fait que ça crée un genre de vague de le coach aime pas Xhekaj. Xhekaj pense que le coach l'aime pas, puis Xhekaj va être échangé. Fait, il y a comme un vent qui tourne contre Arber Xhekaj. Ouais. Et c'est ça qu'il faut avec le repêchage, c'est que si Arber Xhekaj avait été repêché première ronde il y a 2 ans, il n'y aurait pas ce traitement-là. Par le Canadien? Par le Canadien, par les partisans, par les journalistes. Que moi, tu sais, je me suis amusé là, à regarder les comparatifs là, de tous les gars repêchés. Puis c'est débile comment... Tu sais, de un, moi, je trouve que maintenant, le repêchage, c'est de la fucking bouillie pour chat. Tu sais, la vraie façon de gagner maintenant, numéro 1, la plus importante, c'est comment tu développes tes joueurs, comment tu les entoures, puis comment tu fais des transactions. Quand tu regardes le Lightning de Tampa Bay, là, ils ont gagné la coupe. Là. McDonough, il n'a pas été drafté là. Sergachev, il n'a pas été drafté là. Tampa Bay, ils ont fait des bons moves en nous shippant. C'est ça, j'allais dire. C'est tous des moves qu'ils ont fait avec Montréal. C'est tous des moves qu'ils ont fait avec Montréal. Parce qu'à un moment donné, tu dis, parce que quand tu regardes les gars repêchés, au cours, on va dire 7-8 dernières années, tous les gars repêchés après la première ronde, il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont des carrières pas pires. Mais c'est des probabilités. Top 5, top 10, c'est des gros. Top 5, c'est beaucoup de probabilités. Après ça, top 10, 6 à 10. Après ça, jusqu'à 15-20. Après ça, fin de première ronde. Et après ça, on tombe dans des 5%, des 10% de chance. Même pas. Même pas quand t'es rendu en 5e ronde, c'est des 1 sur 50, mettons. Fait que, tu sais, c'est un jeu de probabilité. Tu as raison que c'est le développement, mais si on sélectionne pas le bon, puis tu parlais de Slav, là, je pense que c'est le temps de revenir sur Slavkovski. Quand on l'a pris, le meilleur joueur, c'était peut-être Logan Cooley. Okay? Le meilleur joueur pour joueur, je ne sais pas. On verra avec le temps. Mais tu peux pas... Tu sais, tu as pris Slavkovski parce que tu as déjà Caulfield ici. Tu as déjà Gallagher. Là, on a Hudson depuis. Tu peux pas avoir 17 schtroumpfs. Tu peux en avoir 1 ou 2, tu peux les entourer par des gros bonhommes. Mais Slavkovski, s'il mesurait 5 et 10, il n'aurait pas été pris par le Canadien. Fait que, tu sais, le repêchage, on va combler des faiblesses. Puis souvent, ces joueurs-là sont prêts 5 ans après. Ouais. Là, les faiblesses sont plus les mêmes non plus, puis ça a pu changer. Et on veut un gros joueur de centre, Le gars, il arrive à 22, 23 ans. Finalement, le besoin qu'on avait à 18, il n'est pas le même des fois. Fait que c'est pour ça que moi, je reviens, ne repêchons pas par besoin, repêchons le meilleur joueur que l'on pense disponible. Puis si un moment donné, on se ramasse avec trop de joueurs pareils ou le joueur pas capable de... On réglera le problème. C'est comme là, on a repêché Ryan Backer. On voulait un défenseur droitier. C'est une année d'attaquant. Ah ouais? Fait que j'ai de la misère à comprendre. Je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. Tout ça pour dire qu'en faisant ça, je me suis quand même amusé pour réduire mes attentes avec Slav et être moins dur. Que tu sais, Sam Reinhart, ça y a pris du temps avant de devenir bon. Mais Sam, il était pourri avec les Sabres. Puis dès qu'il était arrivé avec les Panthers... C'est quoi la différence? Ben, c'est ça, c'est le coaching, l'organisation, comment tu patches ton équipe, comment tu développes. Fait que définitivement, il y a quelque chose qui est arrivé chez le Canadien que les morceaux, là, ils marchent pas. Là. Il y a quelque chose qui fait défaut. Puis tu sais, comme Slav est devenu au centre de la reconstruction. C'est un élément central. Comme Sam Reinhart devait être à Buffalo. Puis à un moment donné, ça marche pas, tu t'en vas ailleurs. Puis là, tu n'es plus le noyau. Tu gravites autour d'un noyau qui existe déjà et tu peux fleurir avec seulement ton rôle au lieu de prendre toute la pression de l'organisation puis de l'équipe sur tes épaules. Parlant de pression, d'organisation, d'équipe sur tes épaules, c'est-tu le temps que j'annonce le concours parce qu'on a le concours le plus malade ou on se le garde pour plus tard? Non, vas-y. Ouais, tout de suite? Ouais. OK, parfait. On fait tirer un chandail de Lane Hudson.
C'est un chandail signé par Lane Hudson. C'est pour tous les abonnés Patreon de Stanley 25. Vous pouvez aller voir sur Patreon, vous abonner, etc. Juste dire merci à Francis Benoît et Mémorable Authentique qui font une séance avec Lane Hudson le 24 novembre. C'est à Mémorable Authentique à Mascouche. Oh. Il y a un petit coup d'entrée. Ça vient avec une photo signée. Puis tu peux amener d'autres items. Tu peux même acheter des items là-bas signés. Il y a des extras pour chaque item. Mais c'est vraiment nice. Ils s'attendent à une salle comble. Ils s'attendent à ce que tous les billets soient vendus rapidement. Donc, allez voir Mémorable Authentique sur le site web, sur les réseaux sociaux. Ils amènent Lane Hudson. Je trouve ça fucking nice. Eux autres qui avaient les frères Jacky la semaine passée. Puis, ils ont eu la gentillesse de nous dire « Hey les gars, on a un chandail à faire tirer pour vos abonnés Patreon. » Fait que salutations puis merci. OK, fait comment on fait pour acheter sa place ou aller ou participer à l'événement? Mémorable Authentique sur les réseaux sociaux ou Okay. sur Google, tu arrives sur leur site, tu as la place pour réserver. Puis moi, je te demande comment on fait pour gagner le chandail sur Stanley 25. Ah oui, OK. Stanley 25, pour gagner, c'est pas compliqué. Il faut que tu sois un membre payant du Patreon. Puis après l'émission, on va faire un contenu exclusif. Puis vous devez commenter. On va trouver une question pour... bref, sois membre payant sur Patreon, puis on va t'expliquer ça. On va le voir, on va faire un post. Parlant des membres payants, on a fait déjà 2 concours. On a fait tirer un jersey Fanatics 2024-2025. Le gagnant, c'est Eric Rose. Le jersey de Carey Price Adidas, le gagnant, c'est William Rondeau. Fait que je vais vous écrire en privé sur Patreon et moi vos adresses. Je vais vous shipper ça. Puis là, parlant de différents commanditaires qui nous donnent du love, on va aussi parler un peu de nos paris qu'on a fait en début de saison avec Mise au jeu. OK. Parce que là, Mise au jeu au début de l'année, tu sais quoi la cote du Canadien pour faire les playoffs maintenant? En ce moment? En ce moment? 2, c'est le double. Si c'était 50-50, ça serait 2, je sais pas, 1,25. Et c'est 1,01. Fait que ça veut dire que tu mises 100$ que le Canadien fait pas les playoffs, puis tu fais une pièce. C'est-tu sérieux ou tu me niaises? 1,01? 1,01. Il y a personne qui va miser. Ben, écoute, non, mais arrête. Ben, là. Je vais mettre 1000$ faire 10. Tu sais, si tu le mets dans un compte épargne à la banque, ça va rapporter plus avec les jours. Pour vrai, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça veut dire à quel point l'intensité du Canadien, c'est pas mal fini. L'autre affaire, Cole Caulfield, par contre, qui gagne. Moi, il y avait Cole Caulfield que c'était plus ou moins 39,5 buts. Mais là, il est éligible au trophée Maurice Richard. Puis sa cote est à 20. Fait que moi, je me dis, à 20, tu mets 10$ que Cole Caulfield, c'est le gars qui finit avec le plus de buts de la Ligue. Tu mets 10$, tu peux faire 200. Moi, je trouve que le pari est quand même intéressant. Oui. Mais c'est plus mon genre de pari. Tu sais, même si on risque de le perdre, là, j'aime mieux perdre 10$ sur ça avec un peu de fun que de perdre 100$ pour en faire une sur le Canadien en série. Fait que si t'as du cash, je le mets avec toi. Ouais, mais juste petit rappel aussi là, qui me fait, quand je parle des paris sportifs, ça me fait capoter que mise au jeu, tu sais, la loi au Québec, c'est que, tu sais, actuellement, la seule compagnie légale sur laquelle tu peux parier, c'est mise au jeu. Puis là, t'as-tu remarqué qu'il y a un paquet d'autres compagnies que cette année, vu qu'ils se sont fait tasser de certaines organisations, leur message clé, c'est « bet local » ou « parier local ». Puis, tu sais, ce qui est débile, c'est comment ça on tolère maintenant en société, on va dire dans le marketing, qu'une compagnie qui est basée, on va dire, dans des pays que je connais même pas ou même pas capable de prononcer leur nom ou complètement outre-mer dans des paradis fiscaux, ils disent, quand tu bêtes chez nous, tu paries local. C'est des purs mensonges. Là. Ça met un... Je trouve ça un peu de la bullshit. Là, c'est de la bullshit, mais c'est même pas le pire. C'est quoi le pire? Le pire, c'est que, premièrement, on a fait une grosse campagne avec une de ces compagnies-là. Je la nommerai pas, mais on n'a jamais été payé 100%. Puis, tu sais que on a reçu 40% du montant total. Wow! Puis, on peut pas vraiment poursuivre parce que les gars qui sont en arrêt de ça, tu veux pas les poursuivre. C'est bon. C'est des gars qui vont aller au podcast Le Parloir. Ça se peut qu'on censure ce bout-là, OK? Fait que non, ça, c'est le pire. Puis la deuxième chose, c'est que ces sites-là, puis les gens s'en rendent pas compte, puis il y en a qui le savent déjà. Pour ceux qui le savent pas, je vais prendre, mettons, tu te partirais de quoi, puis tu t'appellerais BetGreen, mettons. Ouais. OK? Puis tu vas faire de la promo, puis tu vas pousser betgreen.net. Puis quand j'arrive sur betgreen.net, j'ai plein de trivia, plein de questions. C'est du faux argent, c'est des jetons. C'est inscris-toi à des concours, mais tu mets jamais d'argent. Puis là, tu entends la pub betgreen.net, betgreen.net, mais quand tu veux mettre de l'argent, c'est betgreen.com. Puis ils n'ont pas le droit d'annoncer au Québec parce que c'est pas légal, tout ce qui est mise d'argent.
Fait qu'ils font à semblant de te vendre des trivia, mais le monde s'en fout des trivia. Ils veulent aller miser de l'argent. Mais on oublie le .net ou le .com. On garde juste, on se remémore juste du nom avant, qui est BetGreen. Fait que, tu sais, oui, c'est de la bullshit, le bet local, mais c'est encore plus de la bullshit de se faire une stratégie pour crosser le monde, puis les envoyer sur un autre site que le vrai site pour contourner la loi. Ouais. Puis la chose que les gens doivent être vraiment au courant, c'est que quand tu as des petits gains, les sites de paris sportifs, ils vont te payer. Mais le jour, puis tu penses, c'est pas grave, tu sais, j'utilise d'autres sites, puis ils me payent. C'est juste que le jour, puis ça, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui font des gros paris, c'est que le jour que tu vas avoir ton parlay, là, puis t'es comme, oh my God, je viens de gagner 180 000 $, là, tu sais ce qui va t'arriver? C'est que tu ne seras jamais payé. Puis tu n'auras aucun recours. Parce que quand tu utilises des sites de même, c'est un peu comme si tu achètes la coke à ton vendeur de drogue, puis finalement, c'est du fentanyl, puis tu fais une overdose. Mais tu ne pourras pas poursuivre ton vendeur de drogue. Tu as acheté un produit illégal. Fait que c'est un peu la même affaire. Tu fais des paris sur des sites illégaux, mais si tu gagnes un gros montant, ils vont te sortir une clause, puis ils vont dire « Ah non, on peut pas te payer pour telle affaire. » Ils vont juste... Ton compte va disparaître, puis tu vas être comme « Hey, mon compte a disparu. » Tu vas envoyer des courriels. Mais souvent, ils se trouvent des raisons aussi. Ah, il est arrivé telle affaire, fait qu'on discrédite le pari, puis on dit qu'il n'aurait pas dû avoir lieu. Mais tu sais, c'est juste faites attention avec votre cash où vous le mettez. Mettez-en pas trop. Soyez responsable dans le gambling. Mais tu sais, faites attention où vous mettez de l'argent. C'est pas toujours safe. Puis, tu sais, c'est niaiseux, là, mais je te donne un exemple. Mettons que la campagne que je te parle, c'est 100 000. Puis ils nous payent juste 40 000. Tu sais, dans le fond, c'est 60 000 qui manquent. Tu comprends? Fait que, tu sais, si ces sites-là, en général, sont capables de pas respecter une entente avec un partenaire, je pense que c'est la première fois depuis genre 16 ans qu'on est dans les coulisses, qu'on n'est pas payé une aussi grosse partie dans une campagne. Fait que, tu sais, faites attention à ça. On parle de contrat puis de légalité, OK? Oui. On parlait de Josh Roy, le contrat, etc. Juste te conter une mini-anecdote. Tu savais que dans un contrat, tu peux écrire n'importe quoi qui est légal. Exemple, je peux te faire un contrat, Jean, puis dire que tu es obligé de venir livrer ces 3 chaises-là à chaque lundi chez nous en troc à 8 h le lundi matin, OK? Ça, c'est un contrat, j'ai le droit de te faire dire ça. J'ai pas le droit de te faire écrire de quoi qui est illégal dans un contrat. J'aurais pas le droit de dire, Jean, tu t'engages... non, c'est légal. Jean, tu me tueras à 47 ans parce que j'ai un cancer, peu importe. T'as pas le droit de faire écrire de quoi qui est illégal. Mais je parlais avec un ancien joueur de la LNH cet été, puis dans son contrat, il joue en Russie en ce moment. Puis dans son contrat, il n'a pas le droit de prononcer le mot Ukraine. Il n'a pas le droit de se trouver nulle part où le mot Ukraine est prononcé. C'est-à-dire que si je l'ai en entrevue, puis moi, je prononce le mot Ukraine, il n'a pas le droit d'être là. Il n'a pas le droit de voir son nom associé au mot Ukraine parce qu'il gagne sa vie en Russie, dans la KHL. Puis pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai prononcé le mot Ukraine. Puis il a dit non, on va couper ce qu'il vient faire par contrat. J'ai pas le droit de prononcer le mot Ukraine. Fait que ça va jusque-là pour les gars qui s'en vont jouer en Russie. C'est même pas, t'as pas le droit de parler de la guerre, t'as pas le droit de prendre position. T'as même pas le droit de prononcer le mot du pays Ukraine. Wow. Veux-tu entendre une histoire fucked up que j'ai appris récemment? Vas-y. Des fois, dans les équipes, tu sais, souvent, tous les médias vont toujours dire oh, on est une équipe soudée, on est tout le monde s'aime, c'est de la grosse amour. Il y a un gars qui m'a raconté que quand Dion Phaneuf avait commencé à sortir avec Elisha Cuthbert, avec les Leafs, il y avait eu des photos nues d'elle qui avaient leaké. Puis, une couple de jours après ça, c'était probablement lors de la séance vidéo de coaching ou dans le vestiaire, il y a des gars qui avaient mis partout sur les écrans les photos nues de Elisha Cuthbert. Tu sais, quand tu parlais de prank, là... Ah, ça, on est borderline. Hey, Dion Phaneuf, je pense qu'à l'époque, il était-tu capitaine des Leafs aussi? Je pense que oui. Puis c'était quoi l'ordre, la chronologie? Qui avait sorti avec... C'est Sean Avery en premier. Ouais. Puis après ça, Dion Phaneuf était sorti avec elle. Mais tu sais, des fois, tu parles des pranks. Puis tu sais, comment tu penses que comme Dion Phaneuf devait se sentir? Tu sais, moi, quand j'ai appris ça, j'étais comme, aïe, aïe. Est-ce que ça peut être comme méchant? Ah, big time. Big time. Bref, c'est ma petite anecdote crunchy. Correct. Quoi d'autre que tu as aujourd'hui là, à nous raconter? J'ai anecdote. Ben, pas anecdote. C'est juste que il y a plein d'affaires qui m'est arrivé dans la dernière semaine. Je vais te le raconter. Au pire, tu jugeras ça pas intéressant. Il y a Grok, OK? Grok, c'est le AI de Twitter, Twitter X. Oui. Je me suis abonné à Premium sur Twitter pour avoir mon petit crochet bleu, pour avoir plus de reach quand je fais des posts sur notre podcast. Il est combien le Grok? Dans le fond, c'est 10$ plus taxes pour tout. Fait que t'as ton petit crochet, t'as plus de reach, t'as des options, tu peux mettre des vidéos plus longues et t'as Grok dedans. Puis pour vrai, j'ai essayé ChatGPT, j'ai essayé le Meta AI de Facebook. Je pense que Grok, c'est mon préféré. J'ai demandé qui est Jean Trudel. Il s'est pas trompé comme... tu sais, pour vrai...
C'est hallucinant. Essaye avec Meta AI, là, qui est Jean Trudel, la réponse n'aura pas rapport, ChatGPT non plus. Twitter était tellement précis, c'était malade. Tu l'essayeras avec Grok. J'ai demandé qui était Max Truman, j'ai demandé qui était Serge Fortin, j'ai demandé qui était Arnaud Pepperall, me s'amuser, OK? Toujours très précis. Et j'ai demandé qui était Vanessa Cossi. Oh boy, tu sors des moulamites, là. La réponse, personnalité publique au cœur d'histoires amoureuses impliquant Logan Mayou. On sait pourquoi. Cole Caulfield. Il y avait eu genre une vidéo de Vanessa Cossi qui faisait allusion à Cole Caulfield. C'était beaucoup moins intense que Logan Mayou, mais Grok l'a trouvé ailleurs. Et Ivan Demidov. Là, j'ai dit, what the fuck, man? Avec Vanessa, es-tu après Ivan Demidov, tu sais? Puis j'ai fouillé, puis sais-tu, c'est là que c'est dangereux. J'adore les AI de Grok. Ouais. Mais ils sont tombés sur un article d'Hockey 30 qui disait à la blonde... David, qui avait écrit, ou Marc-André, je me souviens pas qui. Il disait, dans le texte, c'est « La blonde d'Ivan Demidov est mieux de faire attention à Vanessa Cossi parce que c'est une croqueuse d'hommes puis elle traîne alentour des jeunes joueurs du Canadien. » Et Grok, lui, dans sa recherche, dans l'information qu'il recueille, a fait un lien avec ça et me sous-entend que Vanessa Cossi a une relation avec Ivan Demidov. Je trouve ça fucked up que Hockey 30 spécule sur quelque chose et qu'au final, tu as des AI de qualité. Je viens de te dire, c'est la meilleure AI qu'il n'y a pas à date, à mes yeux, qui fait un lien entre Vanessa Cossi et Ivan Demidov. Je trouve ça crazy. Wow, ça c'est crazy. Mais parlant du AI, t'as vu la semaine passée le gars qui s'est suicidé pour aller rejoindre sa blonde virtuelle? Tu me niaises. Non, c'est vrai. C'est vrai, là? Ouais, puis il y a un gars, moi, que je trouve super intéressant, il s'appelle Prof Galloway. Je pense que j'ai déjà parlé de lui. Ah oui, j'avais parlé de Prof Galloway dans ma brève intervention avec Georges Larac puis Gonzo à BPM, que ça a pas pogné. Mais je pense j'ai toffé 3 minutes et quart à BPM au début de l'été. Mais Prof Galloway, il est vraiment intéressant puis il s'intéresse vraiment beaucoup aux jeunes hommes. À notre génération, tu sais, même on va en parler, je pense qu'à Télé-Québec aussi, il va y avoir le documentaire Alpha, Homme Alpha, machin truc. Ben, lui, il dit que les blondes AI, ça va devenir un méchant gros problème parce qu'elles sont rendues comme vraiment bonnes à comment texter, comment ils envoient des images. Tu sais, ça s'en vient comme de plus en plus réaliste. Puis là, quand j'ai vu que... Les combos AI sont bonnes. C'est le fun. Je parle pas de blonde, là. Moi, avec Grok, là, j'ai eu vraiment du fun, là. Ben c'est ça. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, au point que tu te suicides parce que tu tombes amoureux de ta blonde AI, c'est quand même très, très wild. C'est très, très fucked up. Malheureusement, ça me surprend pas. C'est ça qui est... Tu sais, comme... Tu sais, il y avait les robots, il y avait comme une mode de robots, le monde va tomber en amour avec des robots. Là, c'est tombé en amour avec l'AI. Tu sais, je pense que quand on vend quelque chose qui est parfait, c'est dangereux pour certaines personnes qui ont des problème avec ça, mais c'est délicat. Fait que je vais dire autre chose. Okay. Veux-tu que je te raconte une anecdote vraiment complètement hors d'hockey, mais qui parle un peu d'affaires spirituelles? Puis après ça, de toute façon, aujourd'hui, notre invité, c'est un ancien joueur de hockey professionnel. Fait que pour la deuxième partie de l'émission, on va parler 100% hockey. OK, vas-y. Ben, OK, fait que la semaine passée, j'ai vu Cole Caulfield faire la promotion de luminothérapie. Fait que là, il y a une nouvelle... Tu m'as envoyé le post, c'est bon. Ouais, je t'ai envoyé le post. Ouais. Fait que là, maintenant, il y a plein de gars, c'est une machine là, de lumière rouge là, qui disent qu'après ta game d'hockey, blast-toi de la lumière rouge sur le genou, puis ça va augmenter ton efficacité de récupération. Mais je me trompe-tu ou il y a ça dans certains gyms? Quand tu pognes l'abonnement premium, tu as accès à une machine de luminothérapie en arrière. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai fait mes recherches rapides là-dessus. Là. Je suis vraiment pas convaincu de tout ça. Parce que moi, je suis quand même un believer que je trouve ça un peu bizarre dans notre société maintenant que des fois, tu sais, les choses les meilleures pour ta santé, c'est juste les affaires naturelles. Tu sais, exemple, l'hiver, les gens disent la dépression saisonnière, mais entre te coller un masque avec la lumière rouge synthétique d'en face, va donc juste dehors, même s'il fait moins 15 degrés, là, allez au mois de janvier, moins 15 degrés, là, quand il fait un beau ciel bleu, gros soleil, mais va faire de la raquette, va faire du ski de fond, va prendre une marche dehors, juste se faire mettre la face au soleil, ça va te faire du bien. Mais je crois quand même aux affaires de luminothérapie, parce que, check ça, en 2021, rapidement, c'est là que moi, je suis allé en rehab, puis j'ai fait, on va dire, 100 jours de sobriété. Fait que c'est la première fois de ma vie que je faisais de la sobriété. Puis à mon 90e jour, quelqu'un m'avait dit tu devrais aller faire de la chroméopathie. Fait que je suis allé faire un traitement de couleur, un peu comme, pas exactement comme l'affaire qui promo de Cole Caulfield. Fait que
Je m'en vais chez une fille dans un centre communautaire à Chambly, là, pas rapport avec une fille. Fait que là, check ça. Fait que là, elle me fait faire... Elle me fait choisir une carte. Puis là, elle me dit, là, tu vas trouver un slogan pour te protéger des mauvaises énergies. Fait que là, je choisis. Fait que là, mon slogan, c'est « Je me fais calmement confiance ». Puis là, la fille, pendant 1 heure de temps, elle me flash des lumières dessus. Mais il faut pas que, je comprends que c'est drôle, mais il faut pas trop rire de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Ah, oui. Ils croient à ça. Mais continue, je continue. 42. OK, continue. Fait que là, elle me flash plein de lumières, des flashs bleus, des flashs rouges, plein d'affaires pendant 1 heure de temps. Je sors de là. Je me souviens, cette journée-là, c'est une belle journée d'avril, il faisait chaud. J'arrive chez nous, je suis congelé, je grelotte, je suis obligé d'aller prendre un bain chaud pendant 1 heure de temps. Pour ça, ma journée est finie, puis là, je suis correct. J'ai des chums qui me textent. « Hey, viens-tu hang out au parc? » Puis je me souviens, là, j'étais quasiment à la fin de ma période de sobriété. Les gars, ils fumaient des joints, buvaient des bières. Je suis comme « Non, je reste ça. Parfait. » Le soir, je suis dans mon lit. D'un coup, je commence à avoir des flashs de lumière qui flashent dans ma chambre. Je commence à avoir froid. Je sens des coups de vent. Je commence à avoir peur. Je me mets à faire le plus gros bad trip de toute ma vie. T'as bad trippé tout seul. Ton truc de luminothérapie, là. Je suis tout seul dans mon lit. J'ai peur qu'il y ait comme un fantôme, un squelette qui vienne genre me donner genre un coup de couteau dans le dos. J'ai envie de pisser. Je suis pas capable de sortir de mon lit. Là, j'essaie d'appeler mon chum qui m'a référé à la fille. T'avais rien pris d'autre, là. Juste la lumière, là. Puis c'est ça, j'étais sobre. J'étais comme à 80 jours de sobriété. Je capote dans mon lit. Là, j'essaie d'appeler la fille. Il est comme 11h30 le soir. Là. Elle répond pas. Là, dans ma tête, là, je me dis, OK, là, qui c'est que j'appelle? Là, je me dis, là, dans mon bad trip, je commence à me dire, et voilà, c'est fini. J'ai trop consommé de drogue. Je suis en train de faire une psychose. Ma vie est terminée. Je m'en vais à Pinel. Je suis comme, je dois appeler le 911. Moi, j'ai dit, mais c'est pas drôle. Non. Je t'aime. Non, mais c'est pas pour vrai, tu racontes ça. Je suis comme, de la lumière. Fait qu'il y a tout ça. Fait que là, je me dis, OK, je réfléchis un peu. Je me dis, là, j'essaie de méditer. J'essaie de me calmer. Ça marche pas. J'ai peur. Terrorisé, là. Je suis comme, bon, mais je vais appeler le 911, là, ou je vais appeler le Pinel, whatever. Là, ma vie est finie, game over. Par miracle, j'ouvre mon Facebook, puis je vois qu'un de mes chums, Pierre Côté, qui est mon mentor, qui m'a guidé toute ma vie, lui, il est disponible en ligne live. Puis je me dis, lui, c'est une des seules personnes que je peux appeler qui va comme me comprendre, parce que Pierre, il a eu des problèmes de santé mentale. Là, je l'appelle, je suis comme, Pierre, man, j'ai fait tel traitement aujourd'hui, je capote, je suis pas capable de sortir de mon lit. Lui, heureusement, il était comme en Haïti, il était réveillé. Fait que là, il m'a parlé au téléphone pendant genre, peut-être 1 heure de temps. Après 1 heure, j'étais capable de sortir de mon lit, j'étais capable d'aller pisser. Là, pendant 4 heures de temps, il est juste resté en ligne avec moi. J'ai bad trippé. Là, le lendemain, la fille m'a rappelé. Là, elle m'a dit, OK, c'est ça. Là, elle m'a dit que j'ai eu mon Third Eye Awakening opening. Fait que là, j'ai eu ça, mais tout ça. Fait que ça a été comme un méga fucking bad trip. Fait que ça pour dire que la luminothérapie, ça peut être. Je suis pas convaincu de ce que j'ai vu par rapport à Cole pour guérir les affaires, mais tout ça pour dire que si tu es quelqu'un qui cherche, on va dire, l'ouverture de conscience, la prise de conscience, moi, j'ai fait un traitement de chroméopathie ou de chroméothérapie, puis il m'a dit de quoi, moi, ça a fonctionné en tabarnak. C'est qui va aimer le plus cette anecdote-là, puis si jamais il l'écoute pas, puis vous le connaissez, envoyez-y, découpez-y, taguez-le, envoyez ça, tu sais c'est qui. C'est qui va adorer cette anecdote-là, qui était la plus belle bébite que j'ai jamais rencontrée de sa vie? Ah, Maxime Lapierre. Maxime Lapierre. Ouais. Salutations à Max, puis juste à dire, l'année passée, on avait envoyé une pointe ou deux drôle envers Max. Tu sais, j'avais parlé du passage de la poche bleue à Mike Ward. Puis Max ou Guillaume, je ne sais pas, m'avait comme écrit « Yo, pourquoi tu nous en veux? Je vous en veux pas, je vous aime les gars, man, pour vrai. » Puis il avait dit « Pourquoi tu nous envoies des pointes? Mais je vous envoie pas tant de pointes, désolé, tu sais, whatever. » T'es juste gossant de nature. Ouais, je suis juste de même, tu sais. Fait qu'on avait fait comme « Hey man, on va-tu comme prendre un café, quelque chose, get together? » Puis ils nous avaient invités à leur bureau à Sainte-Julie, puis t'étais arrivé avant moi. Ouais. Puis tu te souviens, il faisait fret, il mouillait un peu. Non, c'est une super belle journée. Il faisait soleil, mais il faisait fret pareil. On était genre en mois de mars-avril. En tout cas, il faisait pas 32.
Puis sur le bord de l'autoroute, puis t'es arrivé avant moi, puis en m'attendant, t'avais comme médité face au soleil. Puis l'autoroute avec tous les trucks, les chars qui passent. Puis ce qu'on savait pas, c'était que Guillaume et Max, ils étaient en arrière de la fenêtre, juste à côté de toi. Mais c'était des vitres teintées, fait qu'eux autres, ils se payaient ta gueule sans arrêt. Puis tout était juste l'autre bord. Calme, fait que c'est sûr qu'ils ont adoré cette anecdote-là que tu viens raconter. Mais en lien avec ça, tu sais ce que ça m'a donné? Fait que ça, quand c'est arrivé après ça, moi, j'ai aussi appelé ma vraie thérapeute parce que j'étais traité à Douglas pour mes problèmes de party. Puis, elle m'avait fait faire un exercice. Puis, depuis ce temps-là, elle m'avait dit, si jamais ça te réarrive, que tu ressens de la peur ou un inconfort ou de l'anxiété, elle était comme, fais une genre de méditation où est-ce que tu te concentres. Tu vas rire en essai, c'est correct? J'ose pas rire, je veux pas me payer ta gueule. Puis elle m'a dit, crée-toi un anneau de couleur invisible autour de toi pour te protéger des mauvaises énergies. Puis ça, 2 jours plus tard, j'ai eu un autre bad trip Ça a marché? dans mon lit. Puis là, j'ai fait cette méditation-là. Puis depuis ce jour-là, supposons que j'ai un meeting où est-ce que je le sais que ça peut peut-être être hostile, mais moi, je fais ce power ring-là de lumière pour que si quelqu'un m'attaque, mais c'est que, tu sais, quelqu'un m'attaque, ça me touche pas. Tu sais, dans le sens que même maintenant, puis c'est pour ça que maintenant, moi, quand je regarde tous les commentaires négatifs, les gens qui m'insultent sur Twitter, le monde qui m'envoie chier, tu sais, oui, j'en prends conscience, mais ça vient plus me chercher parce que j'ai ce genre de power ring-là. Je vais essayer le power ring avec les lumières. Je t'appellerai puis voir si ça marche. Là, ce qui est drôle... On a-tu oublié... Ouais, ben vite, c'est ça qui est drôle. C'est qu'on peut pas aller nulle part ailleurs après ça. Parce que je peux te parler d'une histoire de danseuse. Oh, je peux finir avec une histoire de danseuse avec Patrick Roy. OK, puis moi, je vais être plus sérieux pour finir après. OK, parfait. Sors la balle du stade, puis je vais revenir tranquille pour mettre la place pour l'inviter. OK, mais rapidement, là, moi, je pense que pour revenir avec la saison, j'abandonne avec le Canadien de Montréal. Ouais. Moi, je pense que maintenant, là, les joueurs du Canadien devraient aller all-in sur le party. Ouais. Crime, les Blues, ils viennent à Montréal, ils font le party à Avout, au Palma. Ils gagnent 7-0. Les Rangers, la même affaire. Fait que moi, je pense que le reste de la saison, man, les gars du Canadien, tu sais quoi? Vivez vos années de rockstar. Même un ancien joueur de hockey qu'on a peut-être mentionné tantôt, il a déjà dit que dans ses meilleures saisons à vie, c'était ses années les plus grosses de party. Mais t'es pas capable... Exact, tu peux pas faire ça 5 ans. Fait que tu le fais 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est le temps, là. Ouais. Puis ressaisissez-vous quand ça sera le temps. Moi, je pense que les joueurs du Canadien, tu sais quoi, comme vivez la vie de rockstar. Tu sais, moi, je me dis, si Josh Roy, là, sa façon de fonctionner, c'est play hard, work hard, mais comme go. Tu sais, si ça marche, tant mieux. Fait que moi, je pense que le Canadien, on doit aller wild. Puis d'ailleurs, tu sais, juste ici au coin de la rue, au boulevard Saint-Laurent, avant, il y avait le Solid Gold. Ouais. Là, maintenant, ça a changé de nom. Ça s'appelle, c'est rendu un club échangiste. Non, pour vrai? Oui, c'est un club échangiste. Okay. C'est Luxury Entertainment. Donc, je sais pas trop, là. Mais c'est pas un bar de danseurs. On fera pas de meeting, là. Mais tout ça pour dire qu'il y a un gars sur TikTok qu'il faudrait qu'on invite à un moment donné. Il s'appelle Coolapolis, puis il raconte plein d'histoires. Puis il dit qu'à l'époque, à un moment donné, Patrick Roy, il était allé au Solid Gold. Puis, tu sais qu'aux danseuses, il y a comme une loi non écrite que c'est comme, tu sais, tu as les danseuses puis tu as les serveuses. Puis des fois, les serveuses sont plus belles que les danseuses, puis que les serveuses, il faut quand même qu'ils gardent une distance avec les clients pour pas venir jouer sur le territoire des danseuses. Il y avait la blonde d'un ancien joueur du Canadien qui était serveuse. Ah ouais? Oui. Au Solid Gold ou au Paris? Ah, je me souviens pas où. Tu le sais, toi, c'était où, là? C'est quoi ton parfum? Bon. Moi, c'est Chanel. Ah oui! Ah! Tabarouette, t'es en feu. Aïe, aïe. Bref, tout ça pour dire qu'une année, Patrick Roy est allé au Solid Gold. Puis Patrick Roy, il était comme tombé fou en amour avec une des serveuses. Puis je pense qu'il avait eu bien de ça avec une des serveuses. Puis ça avait causé comme une estie de chicane entre la serveuse puis les strippers, tout ça, parce que Patrick Roy était tombé en amour avec une serveuse. C'est un gars qui a rendu ça sur TikTok. Puis je me suis dit que ça peut être une bonne façon de clore l'épisode. Tu parles, tu sais, je vais revenir sérieux parce que le siège va être occupé bientôt. Ouais. Je veux te demander, t'es un fan fini de Martin Saint-Louis, mais fini, OK? Puis, oui. On a parlé à l'autre épisode. Dernièrement, je réalise que notre coach, premièrement, la LNH, c'est pas une ligue de développement. T'es d'accord avec moi? C'est une ligue de résultats. Oui, 100%. Okay? C'est pas là qu'on fait nos erreurs, c'est pas là qu'on se développe. D'habitude, on se développe ailleurs, puis quand on est prêt, on arrive dans la ligue. C'est le même pour les joueurs. Puis là, on a un coach en développement. Martin Saint-Louis est en développement, il fait ses erreurs. Dans les matchs, il se fait souvent out-coacher sur des changements de trio, sur des stratégies, sur son système défensif. Puis là, t'as Logan Mailloux, t'as Barry Boulet, t'as Joshua Roy, des gars qui passent d'en haut en bas. Je pense que c'est Barry Boulet récemment ou Mailloux. En tout cas, je sais pas c'est qui, mais il y en a un qui dit qu'à Montréal, le système était un peu plus flou, puis il est arrivé à Laval, puis c'était plus clair ce qu'on exigeait. Parenthèse, quel call de jambon, encore une fois. Le Logan, comment je l'ai appelé? Nono Mailloux. Là. Ouais, Logan Nono. Ouais, Logan Nono.
Il fait exprès. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais viens pas critiquer ton coach. Tu sais, je suis un peu mélangé. Tu devrais juste dire, oui, je fais... Nos joueurs du Canadien, là, des Logan Nono, là, faut qu'ils répètent ce que le PR il dit de dire. Quand on te pose une question, c'est oui, je fais confiance à l'organisation. Je fais confiance à l'organisation. Je fais confiance à l'organisation. Chris, fais juste dire ça, man. Je fais confiance au système. Je fais confiance au système. SC, ferme ta gueule. That's it. Game over. OK! On va faire un bon cas de ses réseaux sociaux aussi. non. Fait que tu sais, on a un coach ici qui est un peu plus flou, qui fait ses erreurs, coaching, etc. Puis on commence, tu sais, le lune de miel est terminé, puis on commence à voir quand même que Martin Saint-Louis n'est pas prêt à gagner dans le show. Il est correct pour que les gars s'amusent pour toffer une reconstruction de 3 ans en ce moment, mais ça commence à accrocher. Puis il commence à être impatient avec les médias, Slavkovski est impatient, Caulfield est impatient. Il y a de quoi qui semble casser à Montréal. Puis de l'autre bord à Laval, tu sais, Saint-Louis a coaché 1 an, puis oui. Ouais. Puis il a été consultant Powerplay 1 an avec Tortorella. C'est son expérience de coaching. Ouais. À Laval, tu as Pascal Vincent, 25 ans d'expérience, dont plusieurs à titre de coach en chef, dans le junior, dans la Ligue américaine, dans la NHL. Je trouve ça complètement paradoxal, insensé ou n'importe quel mot qui te viendra en tête, qu'on aille notre coach de développement en haut, qui se développe, qui fait ses erreurs, puis qu'on a un coach prêt, clair, expérimenté en bas. C'est supposé d'être l'inverse. Je dis pas que je veux qu'on crisse Martin Saint-Louis dehors. Je dis juste que depuis qu'on a embauché Pascal Vincent en bas à Laval, ça commence à devenir malaisant. Puis plus le Canadien va tourner en rond et plus le Rocket va être bon, parce que le Canadien est bottom tree, Rocket est top tree, ça va créer un genre de malaise, puis on pourra pas l'éviter. Ça va comme être l'éléphant dans la pièce. Fait que je fais juste comme en parler avant, là, c'est un tout petit koala dans la pièce. Un moment donné, ça va devenir un éléphant. Je trouve que c'est dangereux. Ouais. Écoute, chacun voit, tu peux voir. Moi, j'ai jamais une autre perspective. En fait, moi, je pense que c'est vraiment excellent qu'on ait Pascal Vincent à Laval parce que ça fait en sorte qu'on le sait tout de suite que si Martin Saint-Louis, dans 1 an ou 2, ça fait pas la job, mais on en a un bon coach à Laval qui est prêt pour le marché, qui va connaître ses joueurs. Fait que moi, je pense que c'est comme. Tu sais, ça aurait dû être toujours ça, le Canadien Montréal, que tes prochains entraîneurs, tu les développes à Laval, puis tu les montes à Montréal. Vincent n'a pas besoin de les développer, ça fait 25 ans qu'il est là. Ouais, mais pourquoi il n'y avait jamais eu... Il y a jamais eu une vraie... Tu sais, il a été nommé officiellement un contrat de 4 ans. Non, mais quand Babcock est parti à la dernière minute, ils ont mis Vincent parce qu'il était déjà là. Mais il a tellement coaché. Il a coaché adjoint en chef partout dans l'Ouest, junior, tu sais, Ligue américaine. Fait que je trouve juste ça bizarre. Mais en même temps... Moi, je trouve que parfait. Si jamais Martin Saint-Louis, ça fait pas la job, mais parfait, on en a un qui est prêt. Ça met du poids sur Martin. Chaque fois que Martin, mon chum Marty, chaque fois que Martin Saint-Louis va avoir de la misère, chaque fois qu'il y a 8-2 contre le Kraken, puis 6-3, puis 7-2, ça va toujours revenir. Ah, mais on en a un qui gagne puis qui est intense à Laval. Mais c'est parfait, il est habitué de même. C'est même qu'il a performé toute sa vie. Martin Saint-Louis, c'est un gars qui a marché sur la pression. Fait que c'est mais moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. OK. Mon rêve numéro 1, c'était de devenir rapper. Je l'ai fait. Mon rêve numéro 2, c'était d'être invité à un camp d'entraînement du Canadien de Montréal. J'ai jamais été invité, mais notre invité aujourd'hui, il l'a été, lui, puis il en a fait un camp avec le Canadien de Montréal. Sébastien Tinel, comment ça va, man? Ça va bien, merci. Yes. Vraiment content que tu sois là. Moi, un des buts principaux de l'entrevue puis du podcast, c'est que souvent, on parle des gars qui ont des carrières dans NHL, les millions, les gros dollars, des gars draftés au draft. Ça part pas bien. Mais toi, quand on regarde ton hockey DB, tu as joué au hockey professionnel jusqu'à l'âge de 35. 36. Fait que, à quel point c'était cool jouer dans ECHL? Tu sais, des fois, on entend les gars dire « Ah, tu es dans NHL, tu passes dans AHL, tu fais de l'autobus, c'est tough, c'est de la merde. » Toi, vu que je te connais personnellement, tu as eu comme une belle vie, il y a une belle carrière. Là. Fait que dans le fond, si t'es pas drafté à NHL, la vie est belle. J'ai été chanceux, oui, ça peut l'être. J'ai été chanceux, j'ai eu du succès. Tu as dit la ECHL, c'était la CHL dans le temps, là, ça a tout mergé ensemble, là, mais j'ai été chanceux, j'ai eu des bonnes saisons en début de carrière, puis à partir de là, j'ai réussi comme à faire mon chemin, puis oui, tu sais, j'ai pas travaillé jusqu'à temps que j'aille 35 ans, dans le fond. Fait que c'était 15 ans de ma vie que mon travail, c'était jouer au hockey. C'est sûr que, comme tu as dit, c'était pas des millions, mais je vivais bien, puis j'étais bien, puis c'est ça. Moi, je suis curieux. Je suis vraiment curieux. Tu sais, tu parles de jouer, là, mais toi, Jean, tu connais Sébastien. Ouais. Okay? Moi, je te connais pas. C'est la première fois qu'on se voit. T'étais un gars, tu joues dans le midget, t'étais super bon. T'étais un des meilleurs.
T'arrives dans la JMQ, t'es des meilleurs. T'as joué où, mettons, Victo? Victo. Tout le junior à Victo? J'ai joué à Victo 3 ans, puis à mon 20 ans, j'ai splitté entre les remparts et les voltigeurs. OK. Avec des ça- saisons de 100 points et plus. Ah non, t'as 160. À Victo, j'ai une saison en haut de 100, je pense que c'est 120 points, quelque chose comme ça. Mais t'as un 167 points dans ton hockey-DB, là. C'est où, ça? Ouais, ça, c'est mon frère jumeau. Mais tout le monde se trompe de même, c'est parfait. un frère J'ai jumeau? bon, t'en parles. J'ai été comparé. T'as un frère Alors, jumeau mon qui joue? frère, j'ai un frère jumeau qui jouait à Victo en même temps que moi, dans le fond. Puis, lui, ouais. Mais j'ai eu une bonne carrière, mais lui, encore plus. OK. Puis là, t'es dans le junior, OK? Moi, je te l'ai dit, c'est ma question, je la pose tout de suite. C'est ma fucking question. Pourquoi tu domines dans le junior? Pourquoi tu as dominé? Puis qu'est-ce qui est arrivé pour pas que tu domines dans la LNH? Pourquoi tu n'as pas fait de carrière? C'est pas négatif, c'est tellement... c'est l'histoire de 99% du monde. C'est quoi qui fait qu'on domine dans le junior, on arrive dans la NHL, puis on n'applique pas comment on est capable de dominer? Premièrement, c'est junior. Junior puis NHL, c'est pas pareil. Tu joues contre... junior, tu joues contre des gars de 16 à 20 ans qui font beaucoup d'erreurs. C'était un petit peu... là, je vais parler de mon frère, mais on était reconnus, on avait un hockey sense supérieur à la normale. Fait que c'était facile à reconnaître des erreurs. Tu peux capitaliser sur des erreurs beaucoup plus facilement que tu arrives pro. Ils en font beaucoup moins, les erreurs. C'est plus difficile. Là, ça, c'est junior. Mais là, tu arrives Gang national. Là, c'est sûr, moi, je suis un joueur invité. En partant, tu arrives là, c'est plus difficile de faire une place. Pour te faire une place, là, puis oui, le monde va dire faut que tu aies des contacts, faut que tu connaisses. C'est sûr que ça l'aide à 100%. Ah ouais? Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça l'aide. Ben oui, ça l'aide. Les joueurs repêchés, il y avait un autre traitement? Les gars qui étaient repêchés par le club? Ben oui puis non. Oui puis non. Oui, c'est sûr. C'est sûr que tu arrives là, tu es drafté, t'es mieux vu. En partant, tu es mieux vu que le gars invité. La plupart des invités... T'arrives là, t'es invité, puis si tu continues au-delà du camp de recrue, tant mieux. Ce que j'ai fait, j'ai passé le camp de recrue, j'étais content, c'était super, c'était hot. Je me suis pas coupé, j'ai continué. Mais c'est sûr, quand t'es repêché, t'es là dans le c'était 3 ans, je pense que c'est encore ça, c'est 3 ans pour signer un contrat. T'es invité, j'arrive là à 18 ans, c'est là ou c'est pas là, c'est jamais. Fait que, tu sais, c'est différent, mais en même temps, là, tu te dis, pourquoi, tu sais, j'étais au camp. Tu me demandes, j'ai fait des camps nationales, les camps américaines, c'était plus facile des camps nationales. Les gars sont tous bons. Si t'es un bon joueur, puis t'es talentueux, puis tu peux suivre le rythme, c'est facile. Le terrain américain, c'est plus croche, c'est plus intense, tu graines au bout, puis j'étais pas un grinder pendant tout. C'était plus tough un peu. Fait que, tu sais, mais là, à savoir pourquoi, tu sais, les détails, c'est sûr, tu connais du monde, c'est quelqu'un que t'aimes. C'est pour vrai, si quelqu'un t'aime, t'arrives là, un coach qui t'adore que tu sois invité ou repêché, puis il t'adore, tu vas en avoir des chances. Hein. Fait que, partant, mais là, tu sais, là, faut que tu le mérites. Fait que, moi, je suis serein pareil. J'ai joué avec beaucoup de gars qui ont joué national, que peut-être que junior, je me considérais sûrement meilleur, mais les autres qui ont évolué, ont joué national, puis je suis super content pour eux autres, puis ils étaient bons, puis ils travaillaient fort, puis j'ai rien de mal à dire. Est-ce qu'avoir une chance que tu te fais jouer national quelques games, ici puis là, puis tu peux faire ta chance, peut-être. On ne saura jamais. Ah ouais, OK. Fait que est-ce que tu penses que aussi, des fois, nous, on parle beaucoup, là, même les dernières années, là, les comportements hors glace, des gars qui font le party. Est-ce que tu penses que ça a comme un impact vraiment réel sur les gars qui font la Ligue nationale de hockey ou pas tant? Oui puis non. T'as des choix, là, je vais en parler de mon époque. Le choix facile, on va dire Ribeiro. Ouais. Il a fait la party, là, mais encore à ce jour, j'ai joué contre des gars talentueux, mais personne n'était talentueux comme lui. Lui, il pouvait se coucher à 4-5 heures du matin, je suis sûr, puis il arrivait le lendemain, une game à 1 heure à Boston ou junior à Shawinigan. C'était le meilleur encore, tu sais. Oh, mais attends, pour un Ribeiro, il y a 250, tu te plains qui pensait qu'il va faire le party la nuit, là. Non, mais c'est une exception. C'est une exception. Il y en a plusieurs, mais c'est sûr la discipline, elle change beaucoup de choses. Personnellement, j'ai pas pour vrai junior, je fais pas. Ben, c'est sûr, je suis junior majeur. C'est des villes junior Victo, c'était le fun, on sortait, on avait notre fun. Mais en même temps, j'étais sérieux, tu sais. C'était pas ça. C'est vraiment, tu sais, c'est un peu de tout. Tu sais, l'arme, le travail, la grosseur. Dans le temps, moi, dans mon temps, c'était plus la grosseur. La grandeur, c'était encore ça à l'époque. C'était la grandeur, la grosseur. J'étais pas gros. Je pense que j'étais arrivé junior majeur.
hey boy. Faudrait que je check, là, mais d'après moi, 6 et 1, 177 C'était pas 160. Ouais, c'est Ok, mais ça. t'es listé J'étais 177. boosté. Là, ok. J'étais boosté. Clairement, j'étais boosté. La nouvelle génération dit cheater. T'étais cheaté. Ok? Ouais, non, clairement. C'était la mode. Mais tu sais, j'avais grandeur. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. J'étais pas reconnu. Ma game, c'était pas d'aller frapper tout le monde. Puis malgré dans ce temps-là, tout le monde se battait. Fallait tout tu te battre. Fallait tout tu fasses de quoi. Fait que c'était différent, mais c'est ça. La game, elle a évolué depuis ce temps-là. T'es arrivé au camp du Canadien, c'était Alain Vigneault le coach. C'était Alain Vigneault, le coach, en 99. Puis, tu sais, j'ai pris une couple de joueurs qui étaient là. Shane Corson était là, Jeff Hackett, José Théodore, Mike Ribeiro, tu nous as parlé, Sakou Koivu, Dave Morissette. Ça ressemblait à quoi, ce camp-là? Puis, tu sais, je veux pas que tu me dises, on faisait des exercices 3v2, tu sais, c'est le bord de la bande. Là. Mettons, humainement, socialement, ça ressemblait à quoi? C'est drôle, hein, je me souviens, premièrement, Koivu, c'était... il pratiquait pas avec nous autres. Koivu, il était en... Je suis pas sûr qu'il était en rémission ou il était blessé. Il était blessé quelques fois, là, fait qu'il pratiquait pas avec nous autres. Il était pas vraiment alentour. Mais je me souviens, la première journée, je suis arrivé là. La première fois, j'arrive avec mon frère au camp du Canadien. On a notre petit civet de rouge. Puis on s'est fait frapper. C'est que ça métropolitain. On s'en va au Centre Bell. Puis, dans sa carrière, on se fait frapper par en arrière. C'est accident en arrivant là. Là, on sort sur l'autoroute. Là. Tout est correct. Le char, rien, il est sec. Enfin, on est correct. On part, on s'en va. On rentre dans le garage terrain. On se parque à côté de tous les chars fancy avec notre Civic. Rentre là, puis... Oui, tu sais, là t'as parlé de Shane Corson. Puis c'est un des premiers que j'ai vu. Je me souviens... Ça m'a resté gravé. Je me souviens de Shane Corson. Je rentre dans la chambre. C'était la chambre du Canadien, puis... il y a la chambre des trainers, puis je me souviens juste je rentre, puis je vois un gars qui est vite fait, c'est que c'est la table de trainer, puis dans le temps, on avait des, c'est pas des jocks, mais c'était des sous-jackstrap un peu, là, c'est comme un G-string, dans le fond. Les gars se mettent ça en dessous de jock, puis je vois juste rapidement un gars sur la table, c'est que le trainer, les pattes des airs en niaisant, puis tu sais, je comme porte pas attention, puis là, comme je me suis retourné, puis j'étais Shane Corson. Fait que là, j'ai dit, ok, c'est bon. Fait qu'ils niaisent comme nous autres, c'est bon, ça va être le fun. Mon camp a commencé de même. Mais c'était impressionnant pareil. Tu arrives, j'avais 18 ans, à fond. Fait que t'avais tous ces noms-là. C'est le fun parce que tu commences avec le camp des recrues. Fait que ça te permet d'un peu de. On avait été, c'était à Gatineau dans le temps. Ça te permet d'un peu de te familiariser avec d'autres joueurs, puis un peu le style de vie un peu. Puis après ça, comme je l'ai dit, j'ai passé au gros camp. Puis là, c'est ça. Là, les tests physiques. Là, j'en ai parlé un peu, les tests physiques. Ouais. Mike Ribeiro, il était comment dans les tests physiques? Mais pour vrai, c'était pas plus fort, mais comme je te dis, on avait à peu près la même shape. Il était pas bien plus petit que nous autres, que moi, mon frère. Puis je me souviens, la journée des tests, tu sais, les tests nationaux, ben, là, ça a évolué, c'est 100%. Là, mais dans le temps, c'était les gros tests, c'était le Wingate, c'est ça que tu pédales jusqu'à temps que tu vomis pas mal. Puis tu as le VO2 max, ils te mettent un masque. Sur le tapis roulant, ils te mettent un masque. Une belle journée. Puis dans le temps, c'était à McGill. Fait que nos tests, on était par groupe de 6-8 gars à peu près. Puis je me souviens, dans notre groupe, j'étais avec mon frère, Ribeiro, c'était avec nous autres. On avait les deux Russes, t'avais Malakoff puis Igor Urlanov. Puis on avait Trevor Linden. Je me souviens de Trevor Linden. Qu'est-ce qui m'a marqué, lui? Je me souviens, c'était en 49. Fait que c'était un des premiers cellulaires que je voyais live, vraiment. Là. Puis je me souviens, il était sur son cellulaire. Je dis, c'est quoi ça? On faisait nos tests, il était sur son cellulaire. Mais on était au test physique, puis... ouais, j'étais pas la bête sur un bench press, mais Ribeiro, je me souviens comme c'était hier, on s'est mis sur le bench press, lui il s'est mis sur le bench press, il a touché à la barre, puis ça a fini là, il a même pas assez de la descente. Il a même pas assez. Ça a fini là, puis je pense qu'il fallait descendre notre poids, fait que c'était pas le plus gros, là. Puis j'ai pas fait bien mieux, honnêtement, mais j'avais essayé. Puis, mais moi, il fallait que je me prouve. Il n'y a pas grand-chose à prouver, malheureusement, c'était... Fait qu'il a pas fait le bench press au camp du Canadien, mais il a quand même fait le club. Il a pas fait le club cette année-là. Okay. Ah, non! Il s'avait ramassé à Québec. Okay. Il s'avait fait remonter, mais il n'a pas fait le club. C'était sa première année. OK. Mais il n'a pas fait le club. Mais il est quand même gotti dans son premier. Moi, je fais pas le bench press. Mais tu sais, il l'a fait, il l'a pris, puis ça marchait pas. Fait que... puis comme de fait, cette année-là, on a fait nos petits tests. On a commencé avec nos bench press, push-up, setup. Puis on est arrivé au gros test qu'on a fait, c'était à McGill, à l'université à McGill dans ce temps-là. Puis
Panne d'électricité, stock. Fait que... Quel timing, hein? T'as pas fait le VO2 Max puis l'autre, le Wing Test? Le Wingate, Wingate. VO2 Max, VO2 Max, on s'est sauvé de ça. Y avait-tu des amis à Mike Ribeiro qui traînaient dans le coin pour... On s'est dit, merci Mike. Fait que non, on est parti de là, moi, mon frère, je me souviens, on a embarqué avec Igor puis Vlad. En arrière, on comprenait rien, qu'est-ce qu'il disait. Puis même pas pire, on était embarqué avec Igor puis Vlad, c'est ça. Puis d'un camp d'entraînement, là, vu qu'il y a des gars qui ont déjà joué dans le show, je sais que tu as fait des camps aussi AHL, y a-tu des gars, on va dire que même si t'es des recrues, on va dire des nobody, là, sans être méchant, est-ce qu'ils vont, on dirait, hey, les boys, les gars qui font 5-6 millions, ils vont dessus, on vous invite à souper, ou on vous invite à prendre une bière, ou on vous invite dans des parties? Il y en avait, moi, on était Québécois, on était à Montréal, on couchait au gros hôtel d'entente, on revenait pas, on couchait pas vraiment là. Mais il y en avait beaucoup. Mon frère, il a eu la chance de jouer des gammes en concours, puis il est allé souper avec Quintal, Corson. Ils amenaient le souper pareil. C'était pas clairement, ils faisaient peut-être pas des affaires que personne ne savait avec eux autres, mais il était quand même assez. Les vétérans nationaux étaient quand même bien pour ça. En tout cas, à Montréal, t'avais Brunet. Il y en avait pas mal là, dans ce temps-là, mais. Il était tout bien correct pour eux. Puis ailleurs, tu sais, t'as fait tellement de camps. T'as-tu un camp que, je sais pas, moi, le capitaine, il faisait un party, puis tout le monde qui était dans le camp, puis tu t'es fait comme Chris, qu'est-ce que je fais ici, moi? Ouais, une fois, Edmonton, c'était pendant le lockout à Edmonton. Jared Stoll, c'était pas le capitaine, mais c'était pendant le lockout. Lui, il aurait fait le national, mais c'était le lockout, fait qu'il était au camp pareil, une américaine, puis on s'est ramassé dans un bar à Edmonton. Moi, avec un autre Québécois, que je n'aimerais pas. Come on! Mike Ribeiro. Puis on a été sortis ce soir-là, puis comme de fait, il était super correct, Jared Stoll, un gars normal, un assez bon Jack. Puis on s'est ramassé à un bar, puis il a dit, venez-vous-en, j'habite là, on faudrait t'en face des condos. Là. Puis c'est pas gros Edmonton, je sais pas si vous avez j'étais là, c'était pas une grosse ville. Il y a 2 gratte-ciels. C'est ça, fait que j'habite là, venez-vous-en, fait que parfait, là, mon partenaire, c'était plus long de sortir du bar finalement, puis on y va pareil, on est allé, puis là, pas capable de rentrer. Finalement, on s'est ramassé, on a escaladé, il était comme aux 2 hommes, 3 étages, on a réussi à escalader le building, rentre dans la porte patio, sec, comme de fait, on s'est ramassé là, gros party, puis tu sais, là, il y avait pas le gars national que c'était des histoires, tu sais, qu'on s'est ramassé à 3-4 heures du matin, puis c'était tout correct, c'était relax, mais c'est là que j'ai dit, c'est le fun. C'était en 2001-2002, là, c'était un condo, le gars, c'était des machines, c'était un autre monde, Ouais. On va dans un autre monde, peut-être des histoires un peu moins le fun. Là, dans le junior, là, les initiations, puis tout ça, tu as été dans les années où est-ce que c'est quand même wild. Je trouve que, je vais pas dire que la société est un peu rendue, peut-être un peu trop soft, mais tu sais, moi, des fois, des initiations, quand c'est bien fait, je pense que ça peut être drôle, je pense que ça peut être cool, je pense que des fois, il faut qu'il y ait un peu une forme de rite de passage. Toi, ça a-tu brassé? Là? Moi, tu étais avec les Tigres de Victoriaville en 99, 97. Je suis arrivé là en 98. C'était pas mal dans le temps, honnêtement. J'étais dans le temps. J'étais chanceux, mon frère. Moi, j'étais arrivé là à 17 ans. Mon frère avait joué à 16 ans. Fait que, tu sais, j'étais arrivé, mon frère était vétéran. Mon frère, l'année avant, il avait eu tough. Moi, j'étais arrivé, Tough, ça veut dire quoi? Tough, mais pas chien. Tu sais, c'était comme. Tu sais, mais c'est ça une je peux faire semblant de comprendre. Ah ouais. mais je comprends pas. Ah non, je me souviens, tu sais, il y avait les autres, il y avait puis ça appelait des équipes, là, tu sais, des affaires avec boire des poissons rouges, des batailles tout nues dans de la bouse de vache. Tu sais, des affaires. C'est des affaires drôles que si t'as le sens du mot. C'est sûr qu'il y en a qui le prenaient mal. Si t'arrivais là, puis tu le faisais, puis t'étais correct. Après ça, mais je pense pas que les histoires d'initiation qui ont fait paniquer, c'était des histoires de poissons rouges. Non. J'ai lu les rapports là, avec un joueur qui poursuit, il avait enfermé dans les toilettes d'un boss tout nu, mangé une tranche de pain où ce que les joueurs ils ont éjaculé dessus. Ouais. Il y avait vraiment des trucs hard. Attends, honnêtement, si j'ai le choix, on va dire, entre manger un coup de poing sa gueule de Georges Larac dans de la bouse de vache ou être enfermé dans une toilette d'autobus pendant 3 heures tout nu avec 2 boys, tu sais,
enfermé tout nu avec 2 autres. Moi, je trouve pas ça si payé que ça, là. C'est. Moi, je pense que. Mais la tranche de pain. Ouais, non, mais moi, je pense que c'est pas un choix à faire. La tranche de pain, je veux pas être cool. Là, ça. Non, la tranche de pain, on s'entend. là. Ouais. On a tout fait. Je les listerai pas toutes. Mais, tu sais, les toilettes, je pense qu'on appelait ça les heat box dans le temps. Là, c'était. Tu sais, oui, c'est comme. C'est pas le fun, mais tu sais, t'es 4-5 gars. Tu sais, pour vrai, là, c'est loin, mais c'est un esprit d'équipe pareil. Tu le fais, tu le passes ensemble, tu fermes derrière, tu le fais, puis c'est fait. Puis après ça, tu sais, les boys sont tous. C'est comme. Tout est correct, tout est beau. Mais tu sais, aujourd'hui, t'es-tu. Puis Je là, le ferais pas faire, non. Non, mais on s'entend, Non. la société a changé. Puis là, je fais ma question Radio-Can, mais je suis sérieux dans ma question. T'es-tu traumatisé par cette, Non, tu sais, cette semaine-là ou cette journée-là? Non, zéro. Les gars, quand tu parles aux gars, tu penses qu'ils le sont? Je sais que tu peux pas parler pour les autres, mais as-tu le feeling que ça a marqué? Moi, j'ai ou- pas. Personnellement, je connais pas personne qui a été marqué par des initiations. Ok. Tu sais, c'est sûr, on s'entoure des gens qui te ressemblent un peu. Tu sais, moi, mon monde de hockey, on est tous. J'en ai eu qui ont eu des peurs, là, j'en ai entendu des affaires. Là, fait que. Puis, tu sais, personne n'a été dramatisé. Là, c'est sûr que c'est facile 20 ans plus tard en parler puis dire ah, ça m'a dramatisé, mais tu sais, en même temps, tout le monde est différent. Exact. Et en même temps, moi, en tant que vétéran, je l'ai pas refait. Tu sais, moi, je suis comme ça. Ouais. Pas parce que je me suis fait faire, je vais le faire. Fait que j'étais correct. Tu sais. Puis moi, je me souviens, même professionnel, on arrivait dans nos initiations, puis c'était pas si pire. Ça commençait à être. C'était moins pire, c'était plus d'alcool. On buvait. Puis dans le fond, les pros, c'est les recrues qui payent. Tu bois, puis c'est plus pareil. Puis même au contraire, je prenais soin des jeunes. Puis j'étais capitaine, puis je prenais soin des jeunes en cachette. Je leur donnais de l'eau. Je disais, hey, va-t'en, c'est correct, cache-toi. Puis surtout les Québécois. Mais tu sais, j'en prenais soin. Fait que tu sais, c'était. Ça dépend du monde. Malheureusement, il y en a qui l'ont plus rough. Mais la plupart du monde qui l'ont eu plus tough, c'est parce sûrement ils faisaient quelque chose. Là, les vétérans ne l'aimaient pas pour une raison ou peu importe. Mais malheureusement, c'est malheureux pareil. T'sais. Puis je suis content que. Dans un sens, je suis content qu'ils ne font plus parce que j'ai des enfants. Qui joue au hockey. Je suis content qu'ils ne fassent plus. Mais en Non, même mais temps, tant mieux. C'est correct s'ils font faire des affaires de niaiseries, qu'ils fassent déguiser, niaiser, peu importe. Là, tu peux aller, tu peux faire pareil. Je pense qu'il y a une ligne à pas franchir, exact, c'est tout. Là. T'as une ligne. Faut que tu fasses attention, malheureusement. C'est la nouvelle génération. Mais avec ce que tu viens de dire, ça a un gros impact sur la mentalité du capitaine. Que tu sais, si le capitaine qui initie les jeunes, c'est un esti de moron que lui, c'est fini. C'est fini. Tandis que tu sais, toi, C'était fini. C'est ça. Mais tu sais, la plupart, comme je te dis, moi, je suis arrivé en 98. Le 98, le gars qui avait 20 ans, ça veut dire qu'en 94, lui, il avait 16 ans. Il s'est fait initier peut-être, je sais pas, là, je nomme des noms en 95 du genre majeur, que là, c'était, je pense, début 90, mi-90 du genre majeur, c'était le pétant pour les initiations. Là. Fait que le gars, il avait eu tough en tabarnouche. Puis là, lui, là, après moi, lui, il a dit mec, j'ai 20 ans, les autres vont payer. Fait que, tu sais, c'est juste qu'un recrue arrive au camp, puis un petit peu plus coqué qu'un autre, puis ça, c'est fini. Lui, il va payer pour. Fait que c'était ça, mais à cette heure, ça a changé. Tes coachs dans le junior, tu as dû avoir des très bons coachs. On va dire, ça serait qui, on va dire, le meilleur coach que tu as eu, que tu crois qu'il aurait dû faire à la Ligue nationale, puis il l'a pas fait? Jean majeur, je vais te nommer mes coachs. J'ai eu Alain Rajotte, j'ai eu Mario Durocher. Après ça, j'ai eu Guy Chouinard à Québec. J'ai eu Bissonnette à Drummondville. Puis j'ai eu Joe Canali. En fait, Joe Canali, je l'ai eu. Je l'ai fait de ma carrière, puis au début de ma carrière. La meilleure, tu sais, pour vrai, j'ai tout aimé. Tu sais, Alain Rajotte, tu demandes à quelqu'un, c'est sûr, il était un peu, il était à la génération, cette génération-là, il était fou un peu, là. Il aimait ça les batailles. Une bataille, il était sur le banc, il faisait du shadowboxing. Il aimait ça, hein, il aimait ça, là, tu sais, il aimait ça, que ce soit n'importe qui, là. Hey, moi, 17 ans, j'y allais, je droppais les gants, là, je pouvais me faire Christian voler, il était content, là. Il était content, tu sais. Mais c'était ça. C'est capoté, là, t'arrivais avec un autre que lui, genre, je veux même pas, tu frappes, tu sais. Mais les meilleurs, je te dirais, moi, j'ai adoré Mario Durocher. J'ai bien aimé. Qui est encore dans la game, là. Qui est encore là. Il est encore impliqué. Ouais. Vrai, je l'ai vu l'an passé. Ils ont retiré le chandail à mes chums Danny Grou à Victo. Puis je l'ai vu Mario.
Puis Mario était un peu de la game à Guy Chouinard. En fond, il a appris de Guy un peu. Il était assistant coach à Guy. Fait que Guy était un peu pareil. Guy, tu sais, j'étais dans les remparts. J'étais arrivé là, les remparts, à 20 ans. Tu sais, j'ai pas eu une relation que... C'était pas écœurant. J'ai pas resté longtemps assez pour... Je l'ai pas haï, mais je l'ai pas aimé, tu sais, plus qu'un autre, mettons. Mais il était super correct. C'était un coach, il était offensif au bout. Puis je connais bien Eric. J'ai joué avec Eric après, Eric Chouinard après, mais... ils sont pareils, tu sais. J'aimais son style de jeu, mais tu sais, pas assez pour dire que j'ai trippé sur lui. Fait que t'es tombé en amour avec aucun coach, mais t'as pas détesté aucun coach. J'ai été chanceux, dans le fond. Aucun. Puis même, j'étais chanceux, là, je te dirais, Pascal Vincent. Ouais. Midget 3, c'était mes premiers coachs. Quand on parlait d'expérience tantôt, là. Ouais. Pascal Vincent, là, on est arrivé, moi, mon frère, puis là, c'était la joke tout le temps. C'est drôle, hein, parce que j'oublie. Faut que j'en reparle à un moment donné, mais tu sais, moi j'arrivais 15 ans, on avait mon petit scooter, on avait mon scooter encore, puis lui avait son gros Harley, puis on niaisait tout le temps qu'on irait faire des raids ensemble, puis tout. Mais j'arrivais là, tu sais, disons, on était tous talents, on arrivait là, puis tu sais, le système de jeu, là, zéro, là. À cette heure, après ça, elle tombe quasiment, c'est triste, mais elle tombe B8, tu connais un peu un système. Ouais. Mais moi, c'est Pascal Vincent là, qui m'a tout montré, puis... je suis arrivé là, puis c'était pas été facile. Première séance vidéo, je suis sorti dans le broyant, là. J'étais comme, t'as spot, puis t'as, ok, ouais, ça paraît pas bien. Mais pour du bien, c'était tout du bien. Puis encore là, je suis coach, je fais du vidéo, puis je le compte tant cette histoire-là que Pascal, que c'est ça. Des fois, t'es le problème, mais c'est pour le bien. On te montre pour le bien. Fait que Pascal, il m'a... Côté système, c'était écœurant, il était super bon. Puis là, je suis content, il est rendu ici, puis il a une belle carrière. Ouais. Fait que là, quand tu parles de contact, tu as dit ça plutôt, là, supposons hypothétiquement, ton fils est rendu à son année pour se faire repêcher. Ouais. Le fait que tu connaisses Pascal Vincent, tu envoies un texto, tu dis « Hey, by the way, mon fils, il est discipliné. » Non, mais est-ce que ça aurait un réel impact? Est-ce que c'est ça, on va dire, avoir des contacts dans la Ligue nationale de hockey? Non, je pense pas. Je pense pas. Quand je parle de contact, c'est des agents qui connaissent tel un tel qui vont te donner un peu plus de chance, mais je pense pas le fait que que j'écris à Pascal demain matin. Peux-tu drafter mon fils? Ouais, ça... S'il te plaît. Avec un genre d'emoji de cœur, là. Je pense dans cette situation-là, ça a peut-être rapport si tu hésites entre deux gars, puis tu dis un Tinel ou un Urlanov en Russie, bon. Ça a peut-être rapport un peu, là, mais non. Ça n'a pas. Je pense que c'est sûr qu'il y en a drafté, surtout Jean Majeur. Là, à la fin, je ne sais même pas qu'on sont rendus combien de rondes, Jean Majeur. Genre 14, là, ouais. Fait que, après 10 rondes, après moi, là, si tu as un bon contact, tu connais quelqu'un. Pas drafté, parce que. Mais tu sais, rendu là, ça change pas grand-chose. Moi, il me reste une question. Ouais, moi aussi, j'en ai une. OK, est-ce qu'on est timé? Ouais. T'es allé jouer en Europe, t'as joué aux États, et CHL, c'était plus genre Arkansas puis Missouri, tu sais, dans certaines parties. T'as joué Contest un peu ici. T'es allé jouer à Grenoble, t'as joué en Angleterre, c'est pas pire, hein? J'ai fait mes recherches. Ça gagne combien à peu près? Tu gagnais-tu ta vie? T'avais-tu besoin de te pogner un sideline le week-end? Je veux dire, papa, maman t'envoyaient-tu l'argent? Tu gagnais-tu bien ta vie? Puis je veux pas un chiffre exact, là. Mais en gros, comment on gagne sa vie quand on fait pas la Ligue nationale? Mais écoute, en début de carrière, East Coast, mais moi c'était à Centrale, mais c'est comme East Coast. Même, là, ça fait 10 ans que je suis plus là, mais ça. Tu sais, la plupart des gars, ils gagnent c'est entre 500 et 2000 semaines, je dirais. Juste les semaines qu'il y a une saison ou à l'année longue, juste pendant la saison? Saison. Hey, fait que, par semaine, 2000 par semaine, c'est pas pire. Oh, mais ça, c'est le top. Là. Mais 1000 en moyenne, 1000 fois 30 semaines de saison, ça fait 30 000, mettons, US. Ouais, c'est ça. Okay. Là, faut pas t'oublier, t'as l'appart, t'as tout payé. OK, tout est payé. Tout est payé. Fait que OK, ouais, c'est pas pire. T'as l'appart, souvent t'as l'auto, t'as les bills, t'as Internet, peu importe câble, tout est payé. Tandis que... Puis là, moi c'est au début. Là, après, j'ai été chanceux. Là, je te dis Arkansas, j'étais au Texas. Texas, notre propriétaire, nous, c'était un billionnaire. Puis lui, c'était son fun. On prenait pas le boss. On avait un boss, mais on le prenait pas. Quasiment, on avait un avion privé. On avait un jet privé. Lui, ça fitait 10 là-dedans. Puis souvent, il empruntait l'avion à son chum pour qu'on vole toute l'équipe. Sinon, c'était moitié-moitié. Puis en troisième division, là. Ouais, c'était 2A, dans le fond. C'est ça, pareil. Wow. Puis t'arrivais... On arrivait dans les villes, on volait partout. On arrivait au Calardo, on volait, toc, tapis rouge. On avait 2-3 escalades qui nous attendaient, toc, on partait.
c'était écœurant. Puis moi, j'étais chanceux, j'ai vécu de ça. Puis je te dis, c'est pas tout le monde. Moi j'en ai profité, j'ai eu du succès. Puis, ils m'adoraient. J'avais ma maison, il m'a pratiquement donné une maison. Puis j'ai fait quand même beaucoup d'argent, assez pour pas travailler. Nice. Puis être confortable, mais c'est pas tout le monde. À ce niveau-là, il y en a, j'en connais encore aujourd'hui qui jouent East Coast, qui travaillent l'été, c'est quelque chose que c'est pas des salaires qu'à cette heure, surtout avec le coût de la vie aujourd'hui. Mais il faut que tu penses que souvent, dans ces niveaux-là, central, tu peux faire, dans le temps, tu peux faire 100 000. Ben, 100 000 en 2005. Tu peux faire 100 000, tu sais, que tu as des joueurs entraîneurs. Que j'étais, que j'entraînais pas. Mais tu peux faire de l'argent à l'année longue, mais t'as rien à payer, t'as pas de non, c'est ça. J'ai mon frère qui jouait à Hamilton, il était dans un studio à Hamilton, ça coûtait quasiment 2000$ par mois, un studio, le monde qui est à Chicago, peu importe les villes, là, ça revient cher. Fait que moi, j'étais dans une situation que dans ce niveau-là, c'était plus payant pour moi rester à ce niveau-là que d'aller faire quasiment 150 000 dans la Ligue américaine que tu fais pas d'argent. Tu fais pas d'argent parce que premièrement, tu as le style de vie. C'est le style de vie que ça coûte cher, le style de vie de hockeyeur, malheureusement. Ça coûte cher, ça coûte cher. Puis en Europe, c'est un peu semblable. Mais en Europe, ça dépend des ligues. Il y a plusieurs ligues, évidemment. Là, moi France, j'ai adoré ça. Ça dépend des équipes. Partout en Europe, dans chaque ligue, tu as 4-5 équipes qui compétitionnent pour être les champions tout le temps, qui vont payer beaucoup plus que les 10 autres équipes. J'ai été chanceux en France, j'ai joué pour des bonnes équipes, ce qui est quand même assez payant. Puis après ça, en Angleterre, j'ai choisi une équipe de milieu de peloton à peu près. Puis j'allais pour le golf. J'ai été pour le golf, pour être honnête. J'avais été pour le golf. J'étais à la fin de carrière, puis j'ai dit, je vais essayer, puis c'est le fun, c'est cool. J'avais mes enfants, ils étaient assez vieux, on voyageait, on avait fait la France. J'ai dit, on va essayer en Angleterre, puis j'étais en Écosse. Puis à Fife, c'était une équipe tout le temps milieu de peloton. Ouais. Puis ils compétitionnent. Ils vont jamais gagner, mais ils sont tout le temps là. Puis j'étais à 25 minutes de St. Andrews, fait que j'en ai profité à côté. Ouais. Même j'avais signé pour y retourner. Puis c'était payant, mais probablement c'était en pound là-bas. Fait que t'arrives ici, puis t'as pas de taxes, rien. C'était malade. Puis je retournais l'année d'après pour jouer. Pour jouer au hockey aussi, mais jouer au golf. Puis finalement, j'ai décidé de travailler ici. Mais c'est des ligues, ça peut être payant, tu peux avoir une belle carrière. C'est sûr, là, dépendamment de qu'est-ce que tu fais avec ton argent, le jeune qui part, je vais tout le temps dire aux jeunes qui me le demandent, j'essaierai aux États en partant, puis après ça, pars là-bas. Puis tu sais, si tu peux faire une carrière, puis tu peux faire beaucoup d'argent, il y en a. Tu vas jouer en Suède, en Allemagne, en Suisse, tu peux faire de l'argent, tu peux faire de l'argent sans jouer national. Wow! Écœurant. En tout cas, sérieux, tes décisions stratégiques de ta carrière, tu as été smart dans tout ce que tu as fait. Là. Pas écœurer les jeunes quand tu étais capitaine. Après ça, des bonnes relations avec des coachs. Joueur entraîneur, pas deux payes. Mais c'est smart d'aller aussi chercher des villes que, dans le fond, pour ta carrière. Après ça, c'est une décision de dire avec quel propriétaire tu veux jouer avec. Parce que là, c'est dans une organisation que le propriétaire il est là pour donner une qualité de vie et avoir du fun. C'est complètement différent versus un propriétaire dans ces ligues-là que le gars il était un peu cheap puis qu'il s'en calisse un peu. Ouais, puis il y en a, malheureusement, comme j'ai dit, j'ai eu la chance, j'ai produit, j'avais des choix, comme quand mon équipe au Texas sont allés junior, je me suis ramassé à Kansas City pendant 4 ans. C'était 4 autres années incroyables de ma vie. Là. Les propriétaires qui ont de l'argent, là, qui avaient des avions privés puis tout, ils cherchent pas un club de soccer? Non? Non, mais non, malheureusement. Non, c'est ça. Ils ont arrêté ça, mais ils ont encore de l'argent. Non, c'est ça. Mais même, Kansas City, où est-ce que j'étais, c'était le même propriétaire. C'était 2 frères. Les frères Hunt, c'est des Chiefs, dans le fond. C'est la famille Hunt. C'est les Chiefs. Tu sais, on était tout le temps... C'est fou, là-bas. C'était le hockey qu'on était vus comme... quasiment comme les Chiefs. Puis, on était comme... Les Chiefs de Kansas City, hein? Ouais, fait que tu sais, on allait tout le temps, on se promenait les deux, on faisait... Leurs joueurs venaient à nos games, on allait à leurs games, c'était vraiment cool, là, c'était cool. Je me suis dans les années d'Alex Smith, vous connaissez le football, Alex Smith, là, tu sais, il venait souvent à nos games, c'était un gros fan de hockey fini dans le temps San Jose, il était à San Francisco, lui, il était avec Joe Thornton, puis il était bien chum, fait qu'il venait tout le temps voir nos games, puis on allait au game, puis il s'avait blessé malheureusement, puis on était au tailgate tout le temps avec lui. C'était écœurant. Ça m'a permis de vivre d'autres expériences dans d'autres villes. Puis encore là, Kansas City, c'était une ville populaire de hockey. Là. C'était malade, puis des bons propriétaires. Encore une fois, ça veut dire que si tu jouais encore là, tu serais sûrement
dans le truck, la parade du Super Bowl avec Patrick Mahomes. Là. Peut-être Ça- pas, ça mais entraînait- je serais Taylor Swift. clairement proche. Clairement. Ben ouais, c'est sûr, puisque on en parle encore, puis j'ai encore des contacts là-bas, puis ils sont encore aussi proches. Tu sais, c'est la famille. Fait que c'est vraiment cool pour eux. Oh, wow. Moi, ma dernière question, les rumeurs démystifiées là, par rapport aux entraîneurs de la Q. Moi, j'entends, je sais pas si c'était Michel Terrien ou Bob Hartley, mais des affaires de coach qui rentrent avec des poubelles avec des têtes de cochon plein de sang qui garochent ça dans le vestiaire. Là. C'est vrai ou c'est des légendes urbaines? Là? Moi, je l'ai pas vécu. Toi, tu l'as pas vécu. J'ai pas vu de tête de sang de cochon. Non, j'ai pas. Ça pétait-tu des poubelles, des coups de Ouais, bâton? c'est des bâtons. Ouais, ça en masse. C'était un autre. Des choses que tu pourrais sûrement plus faire aujourd'hui, je dirais, là, que tu peux un peu engager personne au banc, en fait, aujourd'hui. Mais c'était des affaires différentes. Mais tu sais, c'était dans cette gang-là qu'à cette heure, il y en a une couple qui sont rendus seniors, j'imagine. Mais il y avait le droit de le faire. Puis c'était ça, tu sais, c'était des motivateurs. C'était pas des coachs Ouais. qui faisaient du tableau. Là. C'était go. Puis Des motivateurs, même, là, dans le guillemets. là. Ouais, mais c'était ça pareil. Tu sais, c'était des gars qui me motivaient, puis ils étaient dans ta face. Là, c'est là, si tu te refermais, puis tu pognais avec ton petit cochon, puis c'était fini. Tu sais, pour survivre dans ces années-là, il fallait que tu sois fait fort. Ah, ouais. C'est clair, tu sais, c'était pas pareil comme aujourd'hui. À cette heure, c'est différent. Bon, ben, hey, gros merci, Seb, d'être venu. Merci de nous avoir raconté. Encore une fois, félicitations pour ta belle carrière. Puis, Merci. qui gagne une coupe cette année derrière le banc du Canadien? Martin Saint-Louis ou Pascal Vincent? Question piège. Je pas les deux. Ça avait bien été jusque-là. Je pas les deux ensemble. Pour Ah, vrai. c'est bon, ça. Je pense les deux ensemble. Tu sais, pour vrai, Martin Saint-Louis, c'est Martin Saint-Louis, là, il a l'expérience de hockey. Pascal, il a l'expérience il a joué au hockey aussi, mais coach aussi. Fait que, je suis sûr que les deux pourraient s'aider. C'est bon. Pour vrai, je suis sûr qu'ils pourraient s'aider. Tu sais, autant qu'un joueur qui joue longtemps, ça veut pas dire que tu arrives comme coach que tu vas être un excellent coach. Là. Je le vis en ce moment. Fait que c'est pas, ça veut pas dire que tu es un bon joueur longtemps, que tu es un bon coach. Ça, c'est sûr, 100%. Fait que, mais les deux, j'espère que les deux vont gagner. That's it. C'est le Ah, fun c'est à pas- Montréal quand ils gagnent. Tu sais, c'est le fun. Moi, j'espère que tes deux fils vont se faire drafter par Montréal en quoi? Draft 2030? Mon plus vieux, ça va être dans 3 ans, je pense, 2 ans, 3 ans. Ouais. Ça s'en vient. Nel, THINL. Ouais. On regarde ça. Ouais. Tu fais l'outro? Il n'y en a pas. Ben oui, mais abonnez-vous. T'es tellement bon pour... Oui. Si, man, je suis fatigué. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. 9 millions sur TikTok, Instagram, Facebook. Je pense que ça va être fait bientôt. Là, on a des petits problèmes avec la page. Twitter X. Allez faire un tour sur Grok, meilleur AI. Demandez qui est Vanessa Cossi. Venez sur YouTube de 9 millions. Venez sur le Patreon de Stanley 25. Puis sur le Hockey DB. Non, c'est Elite Prospect qui ont des tops. Là. Allez voir C'est Elite Prospect. Sébastien Tinel. On le fait ranker pour rien dans le top 10. Mes views. Ah ouais. C'est payant. Salut, man. Ciao. Merci, Sébastien. Merci.